Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. On est de nouveau face à face, un peu plus loin que d'habitude, mais face à face. Voilà, exactement. On se voit. On se voit, on se parle pour la première fois. Enfin bon, moi j'étais confiné avec quelqu'un, mais toi je crois que c'est la première fois que tu parles à quelqu'un. C'est la première fois que je parle à quelqu'un depuis 2 mois. Voilà, donc si je suis un peu rouillé dans le dialogue, tout ça, il faudra m'excuser. Mais donc, on a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça se partage aussi entre amis, de visu, mais en respectant les gestes barrières. C'est vrai que par Zoom, la confiture, de toute façon, c'est pas top. Bah, disons que ça fait des problèmes dans les ports USB. T'as eu des problèmes sur ton ordinateur? Bah, trop de confiture. Trop de confiture. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Eh ben, aujourd'hui, on va parler de 2 choses en particulier. On va parler de Sénèque, d'abord. Ensuite, on va parler de diamant. Et on finira par un petit jeu. Voilà, parce que déconfinement, on change un petit peu le principe. Non, pas le principe, le sommaire. Voilà, et puis dites-nous ce que vous en pensez du coup. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous mettre plein d'étoiles pour nous dire c'est trop bien. Voilà, parce qu'on ne lira pas les mauvais commentaires. Ou alors on les lira à haute voix pendant le truc pour shamer les gens qui les ont mis. Bref, donc c'est moi qui commence en parlant de Sénèque. Exactement. Parce que ça fait plusieurs fois en fait que je mentionne Sénèque. Un C'est petit vrai. peu comme mon go-to mec riche de avant. C'est ça. Parce que, bon, Sénèque, on le connaît comme philosophe, stoïcien, Oui. comme dramaturge, quand on est un petit peu un geek du théâtre, Comme prof. comme prof de Néron, effectivement, quand on commence à s'y connaître un petit peu, mais on oublie un petit peu qu'il était ultra riche. Oui, Et c'est vrai. que un de ses surnoms, c'était Sénèque le gros riche. Ah, le gros riche, carrément. Bah, praedives, Seneca praedives, ce que j'ai lu, alors, traduit de l'anglais vers le français, en Sénèque le gros riche. Praedives, ça veut dire richesse. D'accord. Donc Sénèque fucking rich. Quoi. Ouais, Sénèque fucking rich, plus ou moins. Donc on va parler un petit peu de lui, hein, quand même, pour savoir Bah oui. comment est-ce qu'il est devenu aussi riche, puis voir si on peut comparer un petit peu avec ce qui se passe maintenant. Donc, Sénèque, de son vrai nom, Lucius Annaeus Seneca. D'accord. Annaeus, c'est une famille, en fait, d'intello un petit peu à Rome. D'accord, donc c'est pas les mêmes que les Aenobarbus. Je ne pense pas. C'est la famille de Néron, ça. Ah bah non, non. Enfin, en fait, c'est la lignée de Néron, et je crois que c'est un truc genre barbe d'airain. Non, non, je sais pas ce que ça veut dire, Annaeus, je n'ai pas cherché, je t'avoue. Mais c'est une famille d'intello, de poètes, d'écrivains, d'historiens, trucs comme ça. Et donc, Lucius, il est né entre 4 avant Jésus-Christ et 1 après Jésus-Christ. D'accord, comme Jésus en fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est né comme Jésus. Bon. Voilà, en gros, bon. À Corduba, qui est la capitale de la province bétique en Hispanie ultérieure. D'accord, Cordoue. Voilà, c'est ça, Cordoue en Andalousie. Avec sa jolie mosquée. Oui, alors qui à l'époque n'existait pas, hein. Bah ouais, non, l'église non plus, j'imagine. Non plus, non plus. Puisque Jésus n'existait pas. Voilà, enfin pas à sa naissance en tout cas. Alors Corduba, c'est une colonie romaine depuis 150 ans environ, donc ils sont bien installés. Enfin, 150 ans à l'époque. Oui, Oui. enfin depuis moins 150 quoi. D'accord. Pas aujourd'hui. Donc les Romains ils sont bien installés là-bas et c'est un des principaux fournisseurs d'huile pour Rome. D'accord. D'huile d'olive je suppose. Sûrement. Mais bon voilà, enfin c'est donc un endroit un petit peu riche. Et donc le père de Lucius Annaeus Seneca, Marcus Lucius Annaeus Seneca, dit Sénèque l'Ancien, puisque Oui. le Sénèque dont on va parler, c'est Sénèque le Jeune. Donc son père, c'est un rhéteur de rang équestre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rhéteur, ça veut dire qu'il fait de la rhétorique. Oui. C'est un intello, quoi, plus ou moins. Et de rang équestre, ça veut dire qu'il est plus ou moins l'équivalent d'un chevalier. D'accord, c'est pas qui fait de la rhétorique à cheval. Non, a priori, il fait même pas de cheval. C'est-à-dire que avant, au moment de la République ou de la royauté à Rome, le rang équestre, c'est vraiment des chevaliers. En gros, on les appelle équestres parce que c'est ceux qui sont assez riches pour pouvoir s'acheter un cheval et une selle, etc. Et donc la cavalerie, Donc dans aller se l'armée. battre Voilà. à cheval. À l'époque à laquelle on se place là, le rang équestre, c'est plus vraiment des chevaliers, hein. Oui. C'est juste des mecs riches. Parce qu'en fait, pour faire partie du rang équestre, qui est pas un truc héréditaire à la base, hein, il faut que les censeurs trouvent que tu aies plus de 400 000 sesterces. D'accord, donc c'est juste une question de thunes. Quoi. C'est ça. C'est juste achievement unlocked. Quand ta banque dit c'est bon, vous avez 400 000 sesterces, hop, ça y Voilà, est. c'est ça. Tu passes en rang équestre. Bon alors, à côté, il faut être aussi un homme vertueux, etc. Bon, enfin, comme on le verra à l'époque, être vertueux à Rome, c'est pas très compliqué. Hein. Parce que ils mettent pas la barre très haut, les mecs. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si, c'est avoir 400 000 sesterces. Quoi. Ouais, c'est ça.
Non, mais je pense que si tu tues des enfants, vraiment, on te dit non, allez, t'as plus le droit d'être chevalier. Mais Pendant à part 6 mois, ça, quoi. ça va, quoi. Enfin, ça dépend d'où ils viennent. C'est des Oui. enfants d'esclaves, ça va, bon. Bref, on verra un peu plus tard, ça. Donc, bon, c'est de la petite noblesse, quoi. Alors, quand t'es chevalier, donc quand tu fais partie du rang équestre, donc, soit t'es militaire, en l'occurrence, c'est pas le cas, soit t'es fonctionnaire, administrateur. Donc, on sait pas grand-chose du père de Sénèque, mais on peut penser que dans la colonie de Corduba, bah, il devait être un petit peu administrateur. 400 000 sesterces, ça correspond à un ou deux grands domaines. D'accord. Donc, on peut supposer que c'était un mec qui pesait un petit peu quand même. Oui. Puis c'est 400 000 minimum, hein, mais Oui. tu peux en avoir beaucoup plus. Le ciel est la limite. Voilà. Sachant qu'un sesterce, ça permet d'acheter 2 pains. Et qu'un légionnaire, c'est payé 900 sesterces par an. D'accord. Donc il peut se payer une petite armée. Ouais, ça va. 400 000 sesterces, c'est cool. Son père, donc, il est rhéteur. On le connaît parce qu'il a publié Enfin, on a encore 2 livres de lui. On a des traces de 2 livres de lui. Une anthologie de la rhétorique et un traité sur l'histoire de Rome. C'est pas hyper funky, quoi. Non, pas hyper funky. Puis c'est pas lui. Enfin, tu vois, il fait des anthologies, quoi. Moi, je le compare un petit peu à Jean d'Ormesson. Tu vois, genre, un télo, tout le monde l'aime bien, tout le monde le respecte, mais... Personne ne le lit vraiment. Voilà, puis il a jamais vraiment rien produit de lui-même, quoi. Oui. Bref, donc Sénèque le jeune, le Lucius, celui dont on va parler, on va l'appeler Sénèque, hein, à partir de maintenant. Il a un frère aîné qui va devenir proconsul d'Achaïe, c'est la région de Corinthe, et un frère cadet qui va engendrer un poète un peu connu qui s'appelle Lucain. Tout ça pour dire que dans la famille, ça va, quoi. Ouais, c'est une famille qui maîtrise un peu la littérature et le puis, pouvoir. Ouais, alors le père, pas du tout. Il s'est pas du tout intéressé à la politique, mais donc ses enfants, ça va, ils vont bien se placer quand même. Quand il a 5 ans environ, Sénèque, il est envoyé à Rome, chez sa tante, pour avoir une meilleure éducation, hein, parce que c'est quand même à Rome que tu as les meilleures écoles. Oui. Sa tante qui a aussi de l'oseille, hein, c'est pareil, un rang équestre, tout ça, tu vois. Pas de problème. Ah, ils ont plusieurs équestres, quoi. Genre un cirque. Ouais, c'est ça. C'est, comment il s'appelle ouais, bon, Pas ouais. Zapata, pas Zubida, enfin... Ouais, Zingaro. Zingaro, voilà. Ouais, Bon, il y c'est avait un Z. c'est le cirque Zingaro, la famille de Sénèque. Non, mais ils sont tous équestres. Donc, il va suivre une éducation parfaite de petit Romain. Hein. Il va apprendre la littérature, la grammaire, la rhétorique et la philosophie. Il va être l'élève d'un certain Attalus, qui est un ami de son père. Jacques Attalus. Jacques Attalus. Jacques Attalus, qui est un philosophe stoïcien de l'époque. Alors, dont on n'a pas retrouvé d'écrit, mais dont Sénèque parle et dont le père de Sénèque parle. Je crois que c'est lui qui a dit que si à 50 ans, t'avais pas un cadran solaire... Tu as raté ta vie, ça doit être un peu ça. Bon, il paraît qu'il est assez respecté, Attalus, et donc c'est lui qui va transmettre à Sénèque la passion du stoïcisme. Bon, il semblerait que Sénèque, il ait été asthmatique. Vers 20 ans, il aurait chopé la tuberculose. Toujours est-il, il faut qu'il aille se mettre au vert parce que Rome, c'est un peu fétide. Donc, il va suivre sa tante, la même chez qui il vivait, en Égypte, parce qu'il se trouve que le mari de cette tante vient d'être nommé préfet d'Égypte. D'accord. Alors, je l'avais déjà dit plus ou moins la dernière fois, mais à l'époque, l'empereur, Possède l'Égypte. c'est ça, possède l'Égypte. Mais il va pas aller en Égypte, hein, parce qu'il vit à Rome quand même, l'empereur. Sauf pour aller se taper Cléopâtre. Oui, mais alors là, c'est plus, là, on est à Tibère, donc il se tape plus. Enfin, Cléopâtre est morte en fait. Ouais, elle est plus terrible, quoi. Non, elle est un peu sèche. Donc en fait, le préfet d'Égypte, c'est l'envoyé de l'empereur en Égypte. C'est le gouverneur de l'Égypte. C'est le roi, quoi. Donc ça va. Hein. Il va y rester 10 ans en Égypte chez son oncle. On peut supposer qu'il n'a pas trop eu de problème De famine, quoi. Oui, non, ça va. Et donc, 10 ans plus tard, en 31, après lui-même, la tante et son préfet de mari sont rappelés à Rome. Donc du coup, Sénèque, il suit. Mhm. Bon, il se trouve que le bateau du mari va couler, donc le mari va mourir. Mais bon, ça, on s'en fout un peu, ça arrive. C'est les aléas de l'histoire. Oui, à l'époque, en même temps, bon. Mais la tante, ça l'empêche pas de garder de l'influence à Rome et d'aider Sénèque à rentrer en politique, notamment au Sénat. Mais il se trouve que c'est le bon moment pour Sénèque d'arriver en politique, 31. Parce que donc c'est le règne de Tibère. En gros, premier empereur c'est Auguste et après Tibère. D'accord, c'est le deuxième empereur. C'est le deuxième empereur. Qui, depuis 23, s'est un peu retiré des affaires. Il vient à Capri parce que, bon, alors déjà, le peuple l'aime plus. Voilà, on évite la blague sur Capri, du coup. Voilà, c'est pas encore fini pour lui. Ça sera fini plus tard. Mais ouais, le peuple l'aime plus trop, notamment parce que, bon, il a un peu fait des purges et ça passe mal. On peut le comprendre. Oui, d'autres sont passés par là et ont gardé l'amour du peuple. C'est vrai, pas lui. Il est un peu radin aussi, Tibère, donc bon, enfin bref.
toujours est-il, il gouverne vaguement depuis Capri à travers la poste, mais à Rome, c'est le préfet du prétoire, c'est-à-dire le chef de la garde prétorienne, qui gère l'Empire. En l'occurrence, le mec s'appelle Séjan. Séjan, il a atteint ce poste en se débarrassant d'un des fils de Tibère, un certain Drusus. Notamment parce qu'il était l'amant de la femme de Drusus. Donc, ils l'ont empoisonné, quoi. Oui, bon. C'est un petit peu ça qui a fait que Tibère, il s'est barré à Capri parce que son fils est mort et donc il est un peu triste et tout, donc il se casse. Il se trouve qu'en 31, Tibère apprend que c'est donc Séjan qui a assassiné son fils. Et là, il le prend un peu mal. Ouais, j'imagine. Ouais, il est un petit peu vénère. Alors, il fait un stratagème un petit peu complexe pour se débarrasser de Séjan. En gros, il va demander au préfet de Rome, qui est en dessous, dans la lignée, qui est le mec qui gère que Rome. D'accord. Qui s'appelle, ça s'invente pas, Macron. Ok. C'est pour ça que je fais une petite digression, parce que je ne pouvais pas ne pas parler du mec qui s'appelle Macron dans cette histoire. Bref, Tibère demande à Macron de se débarrasser de Séjan. Pour ce faire, Macron va en gros s'allier avec la police dans Rome, qui n'est pas la garde prétorienne, parce que le problème c'est que Séjan, il a la garde prétorienne avec lui, Oui. qui sont un peu les plus gros badass du coin. Donc il faut qu'il ait d'autres mecs. Donc il s'allie avec la police, une partie de l'armée et les pompiers. Tu veux dire que c'est ça son projet? C'est un peu son projet, ouais. Et il appelle Séjan au Sénat, parce qu'il lui dit « Ouais, on a reçu une lettre de Tibère et tout, faut que tu viennes, on va la lire devant tout le monde, c'est pour nommer le prochain consul et tout, machin. » Wink, wink. Wink, wink, tu vas voir. La lettre est extrêmement longue, donc ça prend des plombes. Pendant qu'ils lisent la lettre, Macron va chez les gardes prétoriens en leur donnant une autre lettre, en leur disant « c'est nous, moi, le nouveau préfet du prétoire. » La garde prétorienne, bah ok, chef, c'est quoi votre premier ordre? Butez votre ancien chef. Hop. Souvent. C'est souvent le cas. Donc, en fait, Séjan, il est condamné par le Sénat et puis étranglé dans la nuit. Voilà. D'accord. C'est cool. Donc ça, c'est en 31. Et puis Macron, donc, il est de nouveau le nouveau préfet du prétoire, donc le nouveau vizir à la place du vizir, quoi. Et donc, c'est le temps d'un nouvel ordre. C'est le temps d'un nouvel ordre. Première chose qu'il fait, Macron, c'est une purge parmi les potes de Séjan. Bien sûr. Donc, il y a un vide politique. Donc, Sénèque, quand il rentre en politique, il y a un vide. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec Sibeth Ndiaye, quoi. Un petit peu. Ou, comment il s'appelle, le nouveau ministre de la Santé, là? Olivier Véran. Voilà, c'est ça. Ça fait plus romain, Véranus, tu vois. Bon, il n'y a pas de Véranus dans cette histoire. Donc, voilà. Sénèque en profite, ce qui lui permet, en 37, au moment où Tibère meurt. Alors, Tibère, en gros, il fait une attaque. Il a 2 héritiers à l'époque. Son petit-fils, Tiberius Gemellus, et Caligula, qui est son neveu, plus ou moins, qu'il a adopté. Il s'adopte tous. C'est compliqué. Hein. L'arbre généalogique des mecs, là, c'est hyper compliqué. Un joli buisson. Ouais, ça va dans tous les sens. Ils s'adoptent tous les uns les autres. Ils se marient entre cousins. Enfin bon. Donc Caligula et Tiberius Gemellus. Macron parie sur Caligula. Donc, quand Tibère fait une attaque, tout de suite, les mecs, il faut aller, vas-y Caligula, c'est toi le nouvel empereur. Vas-y. Sauf que Tibère est pas mort. Il se remet de son truc. Bon, Macron, il va tuer Tibère. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, pouf. Si, il est mort. ouais, je vous jure, il est mort. Mais si, il est mort. C'est la scène de début de Sacré Graal. Ouais, ou Bring Out Your Dead. Ouais, un petit peu. Non, moi j'allais dire la scène de début de Gladiator, tu vois. C'est le vieil empereur qui veut pas mourir, on va l'aider un petit peu, quoi. Donc Caligula devient empereur, se débarrasse de Macron au passage, parce que, voilà, Caligula en même temps, il est pas hyper stable, hein, comme mec. Non, il n'a pas laissé une trace dans l'histoire comme l'homme le plus stable au monde. Non. Après, je sais pas si c'est quelque chose de mérité ou pas. Ouais, si, a priori, ça s'est mérité. Hein. C'est quand même un bel enculé, Caligula. Il y a pire après, mais c'est... on en parlera sûrement après. Oui. Mais bon, ouais, c'est un peu un enfoiré, hein, quand même, Caligula. Donc, il se débarrasse de Macron, et Sénèque, de nouveau vide politique, bref... Il se retrouve questeur. Alors, questeur, en gros, c'est le mec qui gère les finances publiques. Les impôts, ouais. Ouais, les impôts. Enfin, c'est qui récupère les impôts et puis qui fait sortir l'argent du trésor quand on a besoin de financer quelque chose. Quand lui a besoin de financer quelque chose. Ou lui, voilà. On peut supposer, vu la corruption latente partout à Rome, qu'il s'en est mis plein les fouilles à l'époque. Bon, et puis tout ça, ça vient avec des rentes. Hein. Quand t'es questeur, t'as une rente, puis t'es sénateur aussi en plus. Oui. Tu sièges au Sénat, donc tu as un salaire aussi. Enfin bon. Donc c'est le début de la fortune personnelle de Sénèque. Parce qu'avant, il vivait sur la fortune de sa tante et de son père. Mais là, il commence à faire de l'oseille à lui, quoi. Et il va devenir plus ou moins conseiller de Caligula. Alors pas premier conseiller, mais il va conseiller Caligula un petit peu.
Caligula étant un enfoiré, ça va pas durer très longtemps son règne, ça dure que 4 ans. Alors que les autres, ça se compte en dizaines d'années. Hein. Tibère, c'est de 14 à 37. Auguste, ça dure 30 ans, son truc. Bon. Caligula, ça va durer 4 ans. Au bout de 4 ans, il se fait assassiner, parce que, voilà. En fait, il a fâché trop de monde. Il se trouve que Sénèque, il a joué un jeu dangereux quand même, parce qu'il s'est un peu foutu de Caligula au Sénat, il l'a traité de monstre, il a écrit des trucs sur lui. Ouais, c'est toujours un peu dangereux de dire que l'empereur c'est un monstre. Quoi. Ouais. Faut être sûr de soi. Faut être un peu sûr de soi. Bon, Quand tu t'en prends au roi, il faut pas manquer. Voilà. Bah, il a des couilles en ce moment, Sénèque, il est jeune encore, il se sent bien. Ça passe. Avec Caligula, ça passe. Caligula se fait remplacer par Claude, qui est son oncle. Il se trouve que Claude est beaucoup plus vieux, en fait. Oui. Il a déjà 40-50 ans au moment où il devient empereur. Et qu'il aurait pu être l'héritier d'Auguste ou Tibère, mais qu'il a été un peu mis de côté. Et que pendant le règne de Tibère, du coup, bah, il est riche, on veut pas de lui, bah, il fait la fête. D'accord. Il fait des orgies, il boit beaucoup, il joue beaucoup. Et donc, bah, il est un peu au Sénat quand même, parce que, bon, voilà, il est riche, donc il est au Sénat. Ouais, et puis il faut montrer qu'il existe un petit peu quand même. Voilà, au cas où il y a un mec qui se fasse assassiner, bah voilà, là c'est son... Il semblerait qu'il soit un peu devenu empereur par hasard. Voilà, c'est Martin Sheen fait de la politique. Ouais, un petit peu. Non, mais vraiment qu'il soit devenu empereur par hasard, parce que c'est la garde prétorienne qui assassine Caligula. Il le trouve, Claude, dans le palais, et le Claude, il fait... Ouais, Mais c'est moi. je vous promets que si vous me mettiez empereur, je vous donne plein de fric. Il leur promet 20 000 sesterces par tête. La garde prétorienne, elle fait « Ok, c'est toi le nouvel empereur, pas de problème. » Il se trouve que Claude, donc, c'est un peu un débauché et qu'il a épousé, un petit peu avant d'être nommé empereur, une certaine Messaline. Mhm. Messaline, bon, on lui a fait un costard pas top après. Hein, on Oui. l'a traité de prostituée et tout. Vraiment des trucs pas top. Ouais, une femme de pouvoir, quoi. Ouais, non, mais plus une nymphomane, hein, vraiment. Il semblerait... Enfin, c'est Tacite et Suétone, notamment, qui en parlent, mais qui n'aiment pas du tout les Claude et les mecs de sa dynastie. Donc, ils doivent en rajouter pas mal. Bah, oui, Suétone, c'est une des sources principales de l'histoire un peu officielle. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'histoire officielle, mais par la dynastie d'après. Oui. Donc, ils clashent pas mal, ceux d'avant. Mais il raconte que Messaline a fait des marathons de sexe contre des prostituées pour prouver qu'elle était plus chaude qu'elle. Enfin bon, des trucs un petit peu atroces. Bref, autant Claude, il s'en fout un petit peu que Sénèque se soit foutu de lui, autant Messaline, non. Ça lui plaît pas. Et puis, il se trouve qu'il reste des gens de la famille royale, un petit peu encore à Rome. Et il reste notamment une certaine Julia Livilia, dont Messaline aimerait bien se débarrasser. Donc, elle accuse Sénèque et cette certaine Julia d'adultère. Comme ça. Ouais, bon, alors, Oui. vu ses propres mœurs à elle, et vu son mari, les autres, tout le monde couche avec tout le monde. Hein. Et puis vu que c'est Rome, bon. Ouais, c'est pas très bon. Mais toujours est-il, ils sont accusés publiquement d'adultère, et donc condamnés à l'exil. Il semblerait que ça soit surtout pour se débarrasser de Julia Livilia, hein, et que Sénèque, c'est un petit peu La victime expiatoire, enfin la victime collatérale. Oui, c'est ça, de cette histoire. Julia Livilia, elle est exilée et elle sera condamnée à mort par la faim. C'est-à-dire qu'ils vont interdire de lui donner à manger. C'est sympatoche comme mort. Elle va mourir un an plus tard. Sénèque, lui, est condamné à la relégation en Corse. La relégation, c'est un exil, mais sans privation de biens. D'accord. Donc, t'as plus le droit d'être à Rome, mais t'as encore ton pognon. Et tes domaines. Et tes domaines, etc. Et t'as toujours le droit de faire prospérer tes domaines. Mais et il donc, est plus questeur, du coup. Mais donc, il n'est plus questeur, il est plus sénateur. Et on l'envoie en Corse. Ce qui, à l'époque, n'est une île un petit peu sauvage, mais ça reste la Corse, quoi. Ça reste beau. Oui. Ça va, tu vois, comme C'est- endroit oui, c'est d'exil. joli. Ouais, il ne l'envoie pas en Écosse, quoi. Bon, faut faire gaffe à ce que ta villa saute pas, mais. Bon, ben alors, Sénèque, alors il y a une tour en Corse qui s'appelle la tour de Sénèque, qui est un peu un nid d'aigle en haut d'un pic et tout, machin. Mhm. Il n'a pas vécu là-bas, elle a été construite au XVIe siècle. En Oui. gros, c'est une colonie romaine depuis 100 ans, la Corse, depuis les guerres puniques, même depuis 200 ans, à l'époque. Tu sais, la place d'Alésia, il n'y a pas eu de bataille hein, à Paris. C'est vrai. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu fait la légende de Sénèque, Oui. qui seraient retirés en haut de sa tour pour philosopher, parce qu'il y reste longtemps, il y reste 8 ou 9 ans là-bas. Pour philosopher en haut de sa tour, pas du tout. C'est une colonie romaine où les mecs sont riches,
Et il fait un peu n'importe quoi. D'ailleurs, il semblerait qu'il court un petit peu la gueuse, parce qu'il y a une légende locale qui veut que 30% de la Corse soit des descendants de Sénèque. Non, non, qu'il a été un peu trop insistant avec une bergère locale, Ouais. et que du coup, la famille de la bergère, pour se venger, aurait fouetté Sénèque avec des orties. La famille tolérante comme toutes les familles de Corse. Bah quoi, t'as regardé ma sœur? Elle te plaît pas, ma sœur? Te plaît pas ma sœur? Et que du coup, en Corse, à l'époque, l'ortie, on appelle ça Urtica des Sénéca. D'accord. On n'est pas sûr que ce soit vrai, cette histoire, mais bon. Quand il est là-bas, donc, il se fait un peu chier, hein. Il écrit. Il écrit à sa mère un bouquin qui s'appelle Consolation à Elva, sa mère, dans lequel il professe la philosophie stoïcienne. C'est la fortune qui m'a envoyé là-bas, il faut pas être triste, c'est pas grave, c'est pas moi qui contrôle, tout ça, tout ça. Un peu plus tard, il va envoyer une autre consolation à Polybe. Polybe, c'est un affranchi qui est au service, c'est le secrétaire particulier de Claude, en gros. D'accord. Pareil, il va lui dire non, mais je suis pas triste, mais quand même, hein, ton maître, c'est le meilleur empereur qu'on ait jamais eu et tout. Enfin, en gros, c'est flatterie sur flatterie pour Claude. Et entre les lignes, c'est s'il te plaît, tu veux pas me faire revenir parce que j'en peux plus, moi. La Corse, c'est tous des cons et tout. À l'époque. À l'époque, oui, à l'époque. Aujourd'hui, Il les traite de sauvages. Non, non, mais vraiment, Sénèque, il les traite de sauvages et tout. Il dit le seul truc qu'ils savent faire, ces mecs, c'est se venger. Ils sont incapables de construire quoi que ce soit. Preuve que ça a bien changé. Oui. On salue tous nos amis corses. Non, mais surtout, preuve que Sénèque, c'est un peu un con, quoi. Oui, aussi. Enfin, à l'époque, en tout cas. Bref, les flatteries à Polype, ça marche pas trop bien, mais il se trouve qu'en 48, Messaline, elle va un petit peu trop loin. Elle fait l'orgie de trop. Bon, il semblerait qu'en fait, elle se soit éprise d'un mec, un sénateur un peu jeune, et qu'ils aient eu le projet fou de remplacer l'empereur. C'est monté jusqu'aux oreilles de l'empereur, mais surtout jusqu'aux oreilles d'un autre de ses secrétaires particuliers, un certain Narcisse, un affranchi aussi, qui dit bon, allez, c'est bon, ça suffit. Il envoie des gardes assassiner Messaline, et le sénateur au passage. Parce que... Oui. Pouf, c'est fini. On dit ça à Claude en plein repas. Il fait oh bon, continue à manger. Un an plus tard, ses conseillers lui disent dis donc Claude, il faudra que tu reprennes une femme, hein, parce que t'es empereur quand même, et puis c'est quand même un gros panier de crabes ici, donc voilà. Et donc Claude, il prend pour épouse Agrippine, la jeune, qui est la sœur de Caligula, et aussi la sœur de Julia Livilla, là, la fille pour qui Sénèque est tombé, et la mère de Néron, Agrippine, d'un mariage précédent. Et de Britannicus. Non, c'est Messaline, la mère de Britannicus. D'accord, c'est Messaline. Alors on sait qu'elles sont les mères, on n'est pas bien sûr que Claude soit le père, mais bon... oui, on fait comme si, quoi. Ils sont pas très regardants, pas très... Tu sais, à l'époque, 23andMe, là, les tests génétiques, ça aurait pu être drôle. Ouais, il y a des choses... Mais je pense que c'est un petit peu comme au Moyen-Âge où une femme peut être enceinte entre 6 et 13 mois, quoi. Oui, c'est ça. Selon comment ça t'arrange. En tout cas... Oui, je suis resté enceinte 2 ans et demi pour attendre... pour attendre ton retour, un peu. Pour attendre que tu reviennes des croisades, quoi. C'est ça. Donc Agrippine, elle a un peu subi avant. Hein. Sa branche de la famille a pas mal subi. Oui, elle est un peu revancharde. Donc elle est un petit peu revancharde. Donc quand elle arrive, elle vide tous les potes de Messaline, hein, purge, hop. Beaucoup d'empoisonnement. Ils sont très dans l'empoisonnement. Et parce qu'elle veut que son fils soit le nouvel empereur, enfin le prochain empereur, elle fait rappeler Sénèque pour qu'il devienne le précepteur de Néron, donc. D'accord. Un peu dans l'idée d'Aristote avec Alexandre le Grand, quoi, un truc comme ça. Alors il y a des rumeurs qui veulent qu'en fait, ça soit Sénèque le vrai père de Néron. Ce qui serait possible. Oui. Pourquoi pas. Après, Néron était quand même bien flingué du casque. Et il se trouve que le premier mari d'Agrippine avec qui elle est censée avoir eu Néron était son cousin germain, était lui-même un peu frappé. Et puis c'est la famille de Caligula. C'est non, c'est oui, si, c'est la famille de Caligula, ouais. Donc bref, on a un beau terreau. Un beau terreau de mecs frappés. Non, mais en fait, donc le père de Néron, enfin le père officiel de Néron, il a épousé Agrippine quand elle avait 14 ans. Oui. Lui 44. Il est déjà connu pour être débauché, pour être violent, pour battre à mort ses maîtresses. Enfin, vraiment, c'est un beau salopard. Et quand on lui apprend que sa femme a donné naissance à un fils, il dit « De l'union entre moi et elle ne peut naître qu'un monstre. » Bon, il avait raison. Bon, on va dire que c'est peut-être pas Sénèque, quoi, parce que Sénèque, ça a l'air d'aller dans sa famille. Mais à l'époque, tu disais qu'il avait publié des consolations et des trucs comme ça, mais il a publié déjà des vraies œuvres de philosophie ou... Un peu, mais elles ont été perdues. D'accord. Les premières qu'on garde, c'est les consolations, là. D'accord, mais du coup, il est déjà connu comme un philosophe. Il est déjà connu comme rhéteur, surtout.
Parce qu'il a été au Sénat et Caligula notamment était très jaloux de Sénèque qui était très bon pour faire des grands discours et tout. Il fait déjà un petit peu de poésie sans plus. Donc c'est un tribun quoi. Ouais, c'est un tribun. C'est un intello quand même, Sénèque. C'est connu que c'est un type brillant quoi. Ouais, le Christophe Barbier de l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, quand Agrippine le fait revenir, elle sait pourquoi elle le fait revenir, quoi. Elle sait que ça va être le meilleur prof que Néron puisse avoir. Donc, Sénèque revient. Agrippine le nomme précepteur de Néron. Et puis, parce que il faut que ce soit un petit peu bien, il a un titre officiel. Voilà, il est nommé prêteur. C'est-à-dire, c'est au-dessus de questeur. Prêteur, c'est les juges, plus ou moins. Alors, on ne pense pas qu'il est beaucoup jugé. C'est une époque où ça se multiplie un petit peu, hein, les questeurs, les prêteurs et tout, parce que on donne des postes, on achète de l'influence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les préfets maintenant. Bon. Donc il est nommé prêteur, il retrouve du coup le Sénat, hein, ça lui fait plaisir. Et puis il commence à être le précepteur de Néron. Il se trouve donc que j'ai dit, Claude, il a eu un fils avec Messaline, Britannicus. Oui. Que Agrippine fait pression sur Claude pour qu'il adopte Néron. Du coup, à nouveau, 2 héritiers, Britannicus ou Néron. Britannicus étant plus jeune que Néron. Au bout d'un moment, Agrippine en a marre d'attendre. En 54, elle fait empoisonner Claude. Hop. Voilà. Comme ça va plus vite. Dans la foulée, Néron se proclame empereur. Sénèque lui écrit un discours particulièrement bien tourné, dans lequel notamment il lui dit « Promet une grosse prime à la garde prétorienne ». La garde prétorienne entend le discours et dit « Oui, Britannicus, non, jamais entendu parler. Pas de problème. Donc c'est vous le nouvel empereur. Très bien, bonjour monsieur. » Donc Néron est empereur, super. Et 6 mois plus tard, Britannicus tomberait de mort pendant un repas. Oui. Alors, on dit qu'il était épileptique, qu'il aurait eu une rupture d'anévrisme, ou qu'il aurait été empoisonné par Néron, ou par Agrippine. Ou par quelqu'un d'autre. Toujours est-il, il meurt pendant un banquet. Néron continue à manger en disant aux autres « Non, mais vous inquiétez pas, ça lui arrive. Il va se réveiller, ou pas. » Ça lui arrive de mourir régulièrement, il nous fait ça. Ou pas. Au début, ça fait un peu peur. Ouais, voilà, mais on s'en fout un peu, donc voilà. Hein. J'arrive plus, depuis tout à l'heure, j'arrive plus à me rappeler du nom de l'auteur de la pièce, Britannicus. C'est pas Corneille ou Racine ? J'aurais tendance à penser... Ouais, c'est Corneille ou Racine, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une... C'est une très belle pièce. Alors, moi, j'ai pas eu la chance de voir la pièce jouer. J'ai lu le texte plusieurs fois. Et c'est une très belle pièce. En tout cas, qu'on recommande. Ouais, il a pas fait grand-chose dans ceci des Britannicus dans sa vie, parce qu'il est jeune, hein, là. Oui. Il a une quinzaine d'années hein, quand il meurt. Mais Néron aussi, ceci dit, il a pas beaucoup... Et il a 17 ans quand il devient empereur. Donc, Néron et Agrippine font le ménage, hein. Tout ce qui est de la famille de Messaline, les potes de Britannicus, tout ça, on enlève. Et là, c'est jackpot pour Sénèque. Déjà parce qu'il est nommé consul suffect. En fait, Britannicus était consul. Il meurt, donc consul suffect, c'est consul par intérim. Bon, il va rester consul suffect pendant 5 ans. Hein. Normalement, c'est 1 an, mais bon. Donc là, c'est la plus haute magistrature. Et Néron le fait héritier de Britannicus. Donc, il hérite d'un prince de sang royal. Oui. Donc, beaucoup d'oseille. Et des titres et des terres. Et des terres. Des titres... il est déjà consul, en fait. Il ne peut pas vraiment avoir plus que ça, quoi. Mais donc, il hérite de ce truc-là, des terres de Britannicus. Et puis, Néron, ayant 17 ans, en fait, il n'a pas vraiment envie de gouverner. Il a envie de s'amuser. Et donc, pendant 5 ans, Sénèque et le préfet du prétoire de l'époque, qui s'appelle Burrus, vont vraiment gérer l'Empire. Burrus va faire le militaire et Sénèque va faire tout le reste. Et comme il a plein d'oseille et qu'il est malin, il va faire fructifier son argent. Oui, tant qu'à faire. Ces 5 ans, c'est ce qu'on appelle le quinquennium Néronis, c'est-à-dire les 5 ans où ça va pendant le règne de Néron. Après, il y aura les 9 ans où ça va pas. Bref, pendant ces 5 ans, donc, il a appris de ses erreurs, il va écrire un bouquin pour dire que Néron c'est le meilleur et tout, il va flatter Néron, ça va bien le faire. Il fait fructifier sa fortune en accordant des prêts, ce qu'on appellerait maintenant usuriers, hein, aux provinces romaines. En fait, c'est lui qui gère les provinces romaines et il leur prête de l'argent. De son argent personnel. Voilà, et après, il prend des intérêts. Il semblerait que, pour l'Angleterre, par exemple, qui a été conquise quelques années avant, il prête 40 millions de sesterces. D'accord, donc 10 chevaux. Non, 100 chevaux. 100 chevaliers. Donc 40 millions de sesterces. Sauf que un peu plus tard, vers 60, il demande à ce que son prêt soit remboursé rubis sur l'ongle maintenant, avec les intérêts. Donc les Romains pillent tous les nobliaux bretons de l'époque, dont le mari d'une certaine Boudica. Ah. La révolte de Boudica, c'est à cause de Sénèque. C'est par de la cupidité de Sénèque. Voilà.
Donc Boudica, si vous vous en souvenez, on en a parlé il y a quelques temps dans l'épisode avec Saint-Olga. Voilà, une princesse Oui, c'est ça, une princesse celte. celte qui a foutu la pâtée aux Romains pendant quelques années C'est avant ça. de se faire pourrir. Bon. Mais donc beaucoup de morts pendant Oui. pendant cette rébellion. Sénèque, il possède aussi des domaines un petit peu partout, hein. En Espagne, dans l'Andalousie d'où il vient, en Égypte, parce que l'Égypte c'est riche, un petit peu partout, en Italie. Il a plus d'esclaves qu'il peut en compter. Il produit du vin, enfin, ça va quoi. Ouais, Il un fait... petit état dans l'état. Ouais, il fait beaucoup d'argent. Au point qu'en 58, il y a un sénateur qui lui reproche de faire fortune sur le dos de l'État. Parce que là, il est quand même à 300 millions de sesterces. D'accord. On rappelle, hein, un soldat, c'est payé 900 sesterces par an. Oui. 300 millions, ça fait beaucoup. Ça commence à... Bon. Ça commence à faire beaucoup. En plus, c'est ce que c'est le mec, hein, parce que le type accuse Sénèque d'avoir 300 millions, donc possible qu'il en ait beaucoup plus, en fait, Sénèque. Bon, Sénèque, ça lui plaît pas trop, hein, donc il va l'accuser de corruption, le sénateur, qui va se retrouver un an plus tard, on va lui saisir la moitié de ses biens et on va l'envoyer en exil. Et on va les donner à Sénèque. Non, on va Non. les donner à l'État. À l'État. Et, Voyons. et c'est Sénèque qui gère. Oui, bon, ouais, ça arrive. Donc ça se passe plutôt bien à ce moment-là pour Sénèque, jusqu'en 59. Parce qu'en 59, alors Néron, il est marié avec Octavia, qui est la fille de Messaline et de Claude. Oui. Mais à l'époque, il rencontre Popée, qui lui fait un petit peu tourner les sangs. Et qui est aussi une gentille et brave jeune fille. Ouais, alors fille de riche aussi, hein, tout Oui. ça. Alors toujours mœurs un petit peu libres, hein, Popée, tous ces gens-là. Et donc Popée, elle commence à prendre de l'influence sur Néron, qui jusqu'à présent écoutait quand même plutôt sa mère, Ben oui. Agrippine. Et puis, Sénèque et Burrus, mais eux, on la laisse faire ce qui est relou, en fait, l'administratif. Et Agrippine, elle est alliée d'Octavia, parce que, bon, bah, c'est sa belle-mère, quoi. Agrippine, comme son père était un militaire, elle a beaucoup de potes dans l'armée. Mhm. Donc, quand il commence à y avoir un conflit ouvert entre Néron et Agrippine, Sénèque, il s'est dit, ouais, mais attends, si ça va trop loin, cette histoire, on est parti pour une guerre civile. Or, les guerres civiles à Rome, voilà, on en a déjà vu pas mal. Oui, hein. et puis c'est pas bon pour le business. Enfin, C'est- en fait, ça dépend quel est ton business. Ouais, mais en l'occurrence, lui, c'est plutôt l'huile, le vin et tout, c'est pas les armes, donc c'est pas bon pour son business. Donc, il va conseiller Néron. Néron commence à dire, bon, bah, on pourra peut-être se débarrasser d'Agrippine. Sénèque, ouais, ok. Allez. Entre la vie d'une femme et une guerre civile, bon, bah tant pis, on va tuer une femme. Alors, ils essayent Enfin, de on va faire... tuer ma mère. Oui, bon, enfin, ta mère, en l'occurrence. Mais... donc, ils essayent de faire passer ça pour un accident à la base. En gros, ils lui offrent une galère qui est piégée. Elle va se disloquer pendant sa première traversée. Pour être bien sûr, ils vont payer l'équipage en leur disant, bon, il y en a une qui s'appelle Agrippine, bah vous la tuez. Hein, si elle s'en sort, vous la tuez. Tu peux même dire vous la tuez, et puis voilà. Elle va Ouais, couler. non, parce que bon, l'idée, c'est quand même que, à la base, le bateau coule, quoi. Oui. Donc, le bateau se disloque en pleine mer. Enfin, en pleine mer, c'est pas très loin, hein, ils sont Oui. pas... Agrippine et sa dame de compagnie tombent à l'eau, et sa dame de compagnie qui voit des marins en train de regarder, bon, elle est où la fille qu'on était censé tuer là. La dame de compagnie fait ah, c'est moi, c'est Agrippine et tout, sauvez-moi, sauvez-moi. Bon, bah, il la finit à coup de rame, et du coup, Agrippine s'en sort. Zut, que fait-on? Bon, bah, Sénèque et Burrus vont revoir Néron et disent bon, allez, c'est bon, on arrête. On arrête de faire semblant. La subtilité, ça sert à rien. On va envoyer des soldats à nous. Vous inquiétez pas, ça va bien se faire. Hop, il poignarde Agrippine. C'est fini. Il semblerait que ça ait changé un petit peu quelque chose dans la tête de Néron à ce moment-là. Mhm. Alors déjà, ça lui permet d'épouser Popée. Mais surtout, il reprend un petit peu les rênes du pouvoir. Oui. Et dans la tête de Sénèque aussi, parce que il a beau avoir fait la part des choses, bon, la vie d'une femme contre une guerre civile, voilà, ça le gêne un petit peu aux entournures quand même. Hein. Sa morale de stoïcien, ça pique un peu, quoi. Oui, puis Agrippine, c'est elle qui l'a fait venir. En plus, c'est celle qui l'a sauvé. On a pensé qu'ils étaient amants à une époque. Enfin bon, il commence à se dire, et puis voilà, là, il peut plus le nier que Néron, c'est quand même un bel enfoiré, quoi. Ah non, mais d'État. Ouais, enfin... Parce que pareil, hein, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y a purge après. Hein. Oui. Donc, bon. Donc, il essaye de se mettre un petit peu au vert. Enfin bon, il perd un petit peu d'influence. Il se dit, est-ce que c'est pas le moment de prendre ma retraite? 3 ans plus tard, en 62, Burrus meurt de mort naturelle, pour une fois. Bah, les autres aussi. Hein. Oui. Je pense que quand t'es noble à Rome, être empoisonné ou Oui. poignardé, c'est presque une mort naturelle. Presque, ouais.
Donc là, en 62, Sénèque, il se dit, bon, allez, faut vraiment que je me mette au vert parce que c'est plus possible. Il demande à Néron, je peux prendre ma retraite? Néron lui dit, non, 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 tu restes là, il fait pas confiance. Sénèque va jusqu'à lui dire, écoute, je te rends toute ma fortune, si tu veux, pour que tu me laisses ma liberté. Enfin, tout. Ouais, Bon. enfin, tout son cash, quoi. Ouais. Néron lui dit, non, tu restes. Ils finissent par se détester, les deux. Bon, il se trouve que pendant ce temps-là, Sénèque, il est un peu retombé dans ses mauvaises habitudes de cracher sur le dos de l'empereur. Oui. C'est là où il écrit ses tragédies, qui sont... alors, dans les versions de Sénèque, parce que c'est adapté des tragédies grecques, hein, Oui. C'est toujours les mêmes histoires. Ouais, Orphée, Jason, tout ça. Là. Il semblerait que dans les versions de Sénèque, c'est particulièrement gore. Et que tous les poignardages et les trucs comme ça, il les met sur scène et tout, machin. Et que bon, il y a que Néron qui se rend pas compte que c'est de lui qu'on parle, quoi. D'accord. Bref, ils finissent par se détester. En 64, Néron essaye de faire empoisonner Sénèque, ça rate. Et en 65, il y a une conspiration contre Néron, la conspiration d'un certain Pison, dans laquelle Sénèque est impliqué. Alors, on n'est pas bien sûr qu'il était vraiment aux prises avec la conspiration, mais en tout cas, il est dénoncé au milieu des autres. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un bon prétexte. C'est un bon prétexte. Une des versions serait que la conspiration, en fait, aurait pour but d'assassiner Néron et ensuite d'assassiner Pison pour mettre Sénèque comme empereur. Bon, en gros, ça plaît pas à Néron, qui envoie une lettre à Sénèque en lui disant « Maintenant, tu te suicides parce que sinon, je t'envoie à la garde prétorienne ». Donc Sénèque, ok, je suis un philosophe stoïcien, je me suicide comme Socrate et tout, ok, je me Caton, tranche. c'est avant Caton, c'est avant aussi, ouais. Voilà, dans la longue lignée, beaucoup de mecs qui se suicident hein, quand même, comme ça. Donc il essaye de se couper les veines, ça ne marche pas. Alors, il n'a pas dû couper dans le bon sens, je suppose. Il boit de la ciguë, ça ne marche toujours pas. Et donc il se fait baigner dans un bain chaud pour que le sang coule plus et que la ciguë monte, et finalement il meurt. D'accord. Tout en ayant le temps d'écrire un dernier discours, parce que bon, c'est Oui. Sénèque, il est un petit peu flamboyant, voilà. Donc c'est la fin de Sénèque. Néron restera empereur encore 4 ans avant d'être forcé de se suicider. Oui. Bon, il regardera Rome brûler, tout ça c'est de l'histoire. Bon, mais donc on a vu que Sénèque, il sait bien se placer, quoi. Ouais. C'est un bon homme d'affaires. Et pourtant, on s'en souvient, donc comme dramaturge, des 10 tragédies romaines qui nous sont arrivées jusqu'à nous, il y en a 8 de Sénèque. D'accord. Donc il truste un petit peu le truc. Et on s'en souvient comme philosophe. Donc comme stoïcien. Les stoïciens, hein, je rappelle, en 2 mots, c'est en gros, tu cherches l'ataraxie, l'absence de trouble, à travers l'absence de passion. En gros, t'es un peu détaché, t'es stoïque. T'es fun. T'es un mec plutôt fun. Bon, ce qu'on a vu là, Sénèque, c'est qu'il en avait quand même pas mal des passions, notamment pour l'argent et pour les femmes. Ouais. Et des troubles aussi, parce que quand il se met à insulter les empereurs dans leur dos, quand il pleure parce qu'il est en exil et qu'il aime pas les Corses, on peut appeler ça des troubles. Hein. Oui. Il a beau dire à sa mère que non, c'est pas grave, voilà. Je pourrais être troublé par ces cons de Corse. Voilà, mais ça ne me touche pas, parce que c'est pas moi. Bon, mais surtout, ce qui lui est le plus reproché pendant sa carrière à Rome, c'est sa fortune. Et c'est ce qui pose le plus de problèmes par rapport au fait que tu es censé être stoïcien et être un peu détaché de tout. Oui. Limite ascète, hein, le stoïcien, Oui. normalement. Donc il y a un ascète qui a 300 millions de sexterces. Ça t'aide à être un asset confortable. Ouais, c'est vrai. Donc il va se justifier. Une asset fiscale. Ouais, c'est ça, c'est un asset fiscal. C'est un des premiers à dire que l'argent fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Par exemple, il va dire que le pauvre est plus facilement heureux. Hein. Il va dire le pauvre rit plus souvent et plus franchement. Aucune inquiétude vraiment en lui. Croyez-le, parce que moi qui suis hyper riche, J'en vois des pauvres, ils travaillent pour moi. Bon. et puis je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Hein. Bon, non, ça va. J'ai pas lu de description. Je pense qu'il c'était un patron normal. Pas. Bon, non, mais un pour lui, en tant que riche, il voit à quel point pour lui la vie est pas facile tous les jours. Mais voilà, ça, il le sait bien, ça. Et d'ailleurs, il y a un moment, il dit mais tous ces gens qui veulent être riches, qui rêvent d'être riches, il ferait mieux de nous parler avant pour qu'ils voient à quel point c'est dur. Hein, parce que bon, donc essayez pas d'être riche. Et remerciez-nous de vous empêcher d'être riche. de prendre ce fardeau sur nos épaules. Ensuite, il va prétendre que c'est pas de sa faute s'il est riche, c'est la fortune. Bon, il est bien né. Il se trouve qu'il est né dans une famille riche. Bah voilà, ça arrive. Il aurait pu naître dans une famille pauvre, mais bon, bah c'est pas le cas. Et puis, la fortune lui a souri. Et il arrive en politique au moment où il y a une purge. Bon, bah voilà. Ça sent la défense balkanique.
Un petit peu. Je ne peux pas m'excuser d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Voilà. C'est pas sa faute. Hein. Il prétend qu'il aurait été tout aussi heureux d'ailleurs s'il avait été pauvre. Mais que bon, il est riche, donc tant mieux. Hein. On va pas s'en plaindre non plus. Parce qu'il dit lui-même, le sage ne se méprise pas même s'il est nain, mais il préfère être grand. C'est vrai. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il dit aussi que un grand homme, c'est un homme qui utilise un plat en argile comme s'il était en argent. Mais est tout aussi grand un homme qui utilise un plat en argent comme s'il était en argile. Là, je suis pas sûr de le suivre. Bon, en l'occurrence, il ne doit pas en avoir beaucoup des plats en argile, Sénèque. Oui. Il y a un moment donné, il commande 500 tables en bois précieux avec des pieds en ivoire, toutes identiques, pour quand il fait des réceptions chez lui, en petit comité. Bah oui. Donc on peut supposer que sur les tables en bois précieux, il met pas des plats en argile, hein, parce que voilà. Mais ça le travaille dans ses publications philosophiques. Hein. Il se demande, il se dit, mais bon, à quoi bon boire du vin qui est plus vieux que moi-même ? Parce que déjà à l'époque, hein, le vin vieux, c'est meilleur. À quoi bon donner à ma femme des boucles d'oreilles qui valent plus qu'une maison ? Mais bon, je le fais quand même. Mais je le fais quand même, mais à quoi bon le faire ? Pas plus à ma femme, mais à d'autres. Non, il s'est marié quand même à un moment. Bon, il trouve la solution, c'est qu'en fait, le sage mérite d'être riche. Parce que lui, le sage, il a la bonne attitude par rapport à l'argent. Par rapport à celui qui est pas sage. Oui, mais qui a beaucoup d'argent quand même. Mais qui peut aussi quand même avoir beaucoup d'argent, mais bon. Mais lui, c'est un sage, donc il n'est pas l'esclave de ses possessions. Et il est prêt à tout abandonner. D'ailleurs, preuve, il a proposé à Néron de tout rendre, plus ou moins. Et bon, il devait sans douter que Néron refuserait, parce que bon... Mais il a proposé. C'est vrai. Parce que selon lui, le sage doit être prêt à tout abandonner du jour au lendemain. Et accumuler des belles choses et des esclaves et des trucs comme ça, en soi, c'est pas un problème, tant que c'est pas de la cupidité. Tant que c'est juste parce que t'es un bon financier et que t'es bon en affaires, bon, ça va. Oui. Non. Bon, en tout cas, pour lui, ça va. Et puis, tant que tu t'enrichis honnêtement et que ta richesse n'est pas teintée de sang, ça va. Oui. Bon, lui, en l'occurrence, à chaque fois, il y a des mecs qui se font tuer, empoisonner. Et il fait des prêts usuriers à des provinces qu'il est censé gérer. Bon, mais ça va. Hein, oui, le sang est loin. Voilà, il faut arrêter quand même de chercher la petite bête, il commence à dire Sénèque. Hein. Et puis, comme le sage est vertueux, avec ses richesses, il saura en faire profiter à ceux qui ont eu moins de chance que lui. Parce que c'est ça. Ça ruisselle. Ça ruisselle, c'est exact. Bon, en pratique, on n'a jamais vraiment eu de preuve d'œuvre de charité de Sénèque. Alors, il donne des grandes fêtes et tout, il invite les gens dans ses grandes villas, machin, tout ça, mais ça s'arrête un petit peu là. D'ailleurs, il y a une de ses citations à propos de la pitié, voilà. La pitié est le défaut des âmes trop sensibles à la misère. Ça sent la charité. Ça sent la charité bien ordonnée, tu vois, qui commence bien par soi-même. Voilà, c'est ça. Bref, c'est quand même un gros hypocrite, Sénèque. Et il se trouve qu'il est à la mode chez les conservateurs, de manière générale. Oui. Et puis en ce moment, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, chez les républicains. D'accord. Qui ont redécouvert le stoïcisme de Sénèque et qui sont là, mais attendez... L'Empire romain a l'air à la mode chez... Oui, c'est vrai qu'ils ont aussi la théorie... comment elle s'appelle, là, la guerre inévitable entre Carthage et Rome. Je sais plus, les guerres puniques. Oui, là, c'est les guerres puniques. Non, mais il y a la théorie d'un mec comme ça... Et puis Zuckerberg avec sa coiffure de Jules César. C'est vrai, c'est vrai. C'est surtout à lui que je pensais. Mais en même temps, si tu résumes un petit peu la vie de Sénèque, en fait... C'est un fils de riche, devenu encore plus riche en conseillant le richissime leader de la première puissance mondiale, qui est la première puissance mondiale en se reposant sur le colonialisme, la guerre permanente et l'exploitation de la classe la plus basse. Bon, en l'occurrence des esclaves, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Oui. Mais est-ce que ça te rappellerait pas des gens, ça ? Oh, quelques-uns. Quelques-uns. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est à la mode, Sénèque. Ouais, alors, c'est intéressant parce que Néron... J'ai lu un peu dessus, enfin notamment parce que j'ai lu Suétone plusieurs fois. Enfin alors je dis ça genre, comme dans le métro, je lis Suétone. Non, mais il se trouve que à l'époque en seconde, je pense, ou en seconde, je dirais, ma prof de latin nous a fait lire Suétone. Alors pas toute la vie des 12 Césars, mais précisément la vie de Néron. Et donc j'ai lu la vie de Néron, j'ai trouvé ça super cool et je l'ai relu 10-15 ans plus tard. Bon. Et le bouquin, c'est cool, il se marie à son cheval, il fait castrer ses esclaves pour pouvoir se marier avec eux, il se déguise en léopard pour aller lacérer des gens, enfin bref, Néron quoi, il y a plein de trucs cool. Mais en fait,
Après, j'ai lu d'autres trucs, d'autres avis, parce que comme tu disais, Suétone, c'est la dynastie d'après. Et il y a en fait beaucoup de... Ça vaudrait peut-être le coup d'ailleurs d'en parler une fois, mais notamment l'incendie de Rome. Ouais. Où, bon, Néron, c'est un bon bouc émissaire. C'est facile. Alors que, finalement, c'est pas si sûr que ça que lui était impliqué et qu'il était aussi sanglant et déjanté que ce que Suétone raconte. Ouais. Quand je parlais de l'assassinat de Britannicus, donc par Néron, normalement, Suétone et Tacite chargent Néron à fond en disant que Britannicus boit une coupe qui est empoisonnée et s'effondre directement. Et alors sur Wikipédia, hein, même pas besoin de chercher très loin, t'as des historiens qui disent ouais mais alors attendez, parce qu'en fait à l'époque à Rome, il n'y a pas de poison qui foudroie comme ça en 5 minutes. Enfin, ça n'existe pas. Ouais, les plus puissants, il en faut quand même plusieurs heures avant d'agir. Et puis, dans les descriptions de Tacite, notamment, après Britannicus avait des taches noires sur lui. Or, il n'y a pas de poison à Rome qui font des taches noires sur le corps. Donc, on penserait plus sur le fait que Britannicus ait effectivement été épileptique et ait fait une rupture d'anévrisme. Oui. Ce qui fait que Néron ne l'aurait pas assassiné. Non. Mais si vous avez l'occasion de lire La vie de Néron par Suétone, c'est pas un bouquin qui est très long. Et j'ai aussi le souvenir d'anecdotes sur quand il récite de la poésie. Oui, il paraît qu'il était pas très bon poète. Il était pas très bon poète, mais il récitait de la poésie pendant 8 heures, hein, quand même. D'ailleurs, il s'embrouille avec le neveu de Sénèque, qui est Lucain, là, qui est un poète qui, lui, a apparemment beaucoup de succès. Et Néron s'embrouille avec Lucain parce que la poésie de Lucain est bien meilleure. Et donc l'exile. Suétone, de mémoire, raconte un épisode où, en fait, il lit de la poésie pendant genre 8 heures dans un stade. Faut se rendre compte t'es dans ton stade, au Colisée. 100 000 personnes. 100 000 personnes pendant 8 heures, un après-midi d'été. Bref, les gens en peuvent plus. Et que t'as des gens qui se jettent par-dessus les murs, des femmes enceintes qui se jettent par-dessus les murs du stade parce qu'elles en peuvent plus, il fait trop chaud. Et qu'ils préfèrent mourir en tombant de 25 mètres. Exactement. Plutôt que d'entendre un autre verre. Ou parce qu'elles ont trop chaud, ou peut-être parce qu'elles ont envie de pisser, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion, lisez La vie de Néron par Suétone. Mais tout ça, c'est assez marrant. J'ai pas parlé, mais il y a plein d'anecdotes sur Messaline, Agrippine, Claude et tout ça. Des trucs un peu trash. Moi, je vais nous emmener un peu dans une autre période. Et on va parler de diamants. Ah, parce qu'on a parlé de mecs riches. On a parlé de mecs riches et on va continuer à parler de mecs riches. Là, on est au début de 1905. Et en fait, au cœur de toute cette histoire, il y a une réunion. Une réunion qui se passe donc au début de 1905 entre 3 personnes. Donc on a Julius Werner, gouverneur à vie de la Debers. C'est quoi la Debers ? Alors la Debers, je l'expliquerai un peu après, mais la Debers, en gros, c'est la plus grosse société de production de diamants au monde. D'accord. Qui est encore aujourd'hui à un quasi-monopole sur le diamant. Cool. Voilà. Donc la Debers, Julius Werner, William Feldenheimer, qui est lui un négociant en diamants, qui vient de Londres. Donc un Allemand, un Anglais et un petit Français, qui s'appelle Henri Lemoine. Et Henri Lemoine, lui, c'était un inventeur. C'était un ingénieur un peu hors des clous, un peu peu orthodoxe. Et en fait, l'objectif de cette réunion, c'est de discuter de l'invention de Lemoine, qui dit être proche de pouvoir faire des diamants artificiels. Et cette réunion, elle se tient à l'initiative de Feldenheimer, qui connaît Lemoine depuis 5 ans, et qui le ramène à Werner, parce que apparemment Lemoine a passé un jalon important dans la production de diamants artificiels, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce qu'on appelle du BORT, B-O-A-R-T, et donc ça, c'est de la poudre de diamant. Et c'est de la poudre, en fait, qu'on utilise dans l'industrie parce que c'est hyper abrasif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, il sait fabriquer ça. Donc, il se dit, je suis pas très loin de pouvoir fabriquer des vrais diamants. Il en parle à Feldenheimer. Mais le truc, c'est qu'il lui faut du cash, et plus de cash que ce que peut mettre le bijoutier. Ok. Donc, le bijoutier, il dit, je le ramène à Werner. S'il y a un mec qui s'y connaît en diamant. Et qui a du cash. C'est lui. Donc la Debers, on verra, mais il y a à l'époque, il y a 4 ou 5 gouverneurs à vie. Ah d'accord, donc c'est pas le grand chef de la Debers non plus quoi. Non, c'est pas le grand chef de la Debers, mais on verra qu'il est
il a une place importante dans l'histoire de la société. De toute façon, quand t'es gouverneur à vie, généralement, ça tape un peu. Mais la demeure, ce qui est intéressant, c'est que les gouverneurs à vie, en fait, Ils vivent pas très longtemps. Ils meurent tous avant 60 ans. Ouais, mais c'est fatigant hein, d'être riche. Attends, Sénèque, il l'a dit. Sauf un, mais qui a démissionné. Ouais, mais c'est la pression de la richesse. Et alors, cette histoire de diamant artificiel, c'est complètement dans l'air du temps, à l'époque. Ça me paraît hyper tôt, moi, pour faire des diamants artificiels. Eh ben, pas vraiment. En fait, les diamants, donc, on connaît les diamants depuis très longtemps, mais on est au moment où, en fait, l'industrie du diamant explose vraiment. Enfin, en tout cas, au 19e. Dans cette histoire de diamant artificiel, finalement, c'est quelque chose qui est un peu comme l'alchimie, en fait, un peu comme fabriquer de l'or. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Par exemple, entre 1834 et 1845, Flaubert va publier un roman feuilleton, qui s'appelle La recherche de l'absolu. Où en fait, on a un homme qui est en fait à la recherche de cette possibilité de faire des diamants artificiels et qui va, en gros, ruiner sa famille sans jamais y arriver. Un certain Nicolas Flamel. T'as Élie Berthet aussi, qui va paraître à peu près au même moment, faire paraître Le Dernier Alchimiste. Où là, c'est un joaillier, donc il veut faire des diamants lui-même, voilà. Pour le moment, on est avec 2 personnes qui n'y arrivent pas. Non, mais c'est de la fiction, là. Là, c'est de la fiction, ouais. Et troisième œuvre de fiction, un peu plus tard, 1884. Là, on a quelqu'un qui fait de la fiction, mais qui commence à faire de la science-fiction. C'est Jules Verne. Ah. Jules Verne qui fait paraître, qui écrit L'Étoile du Sud. Et donc, dans L'Étoile du Sud, en fait, c'est l'histoire d'un ingénieur français qui part en Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud, c'est le lieu de naissance des diamants, hein, globalement, enfin de l'industrie du diamant. En Afrique du Sud, cet ingénieur, il va tomber amoureux de la fille d'un possesseur de concessions de diamants. Il veut l'épouser. Problème, lui, c'est qu'un ingénieur. Hein. Il est français, c'est un ingénieur, il est pauvre. Il est pauvre, exactement, il est pauvre. Et donc, le père de la jeune fille ne veut pas qu'il l'épouse. Et donc, il se demande, mais comment est-ce que je peux faire pour l'épouser ? Et la jeune fille lui dit, mais t'as qu'à le fabriquer, ce diamant. Voyons. Le diamant est dans ton cœur, déjà. Tu n'as qu'à mettre ton cœur dans le creuset. Oui. Je paraphrase un petit peu. Et finalement, lui va réussir à fabriquer un merveilleux diamant, qui s'appelle donc l'Étoile du Sud, qui va lui permettre d'épouser cette fille d'exploitant. Et dans ce bouquin, Jules Verne, il va citer des vrais scientifiques qui existent et qui ont travaillé sur cette question du diamant. Parce que le diamant, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un cristal de carbone. Donc, c'est des atomes de carbone qui sont organisés de façon cristalline. En gros, imaginez-vous un cube. Vous mettez un atome de carbone aux 8 sommets du cube. Vous en mettez un au centre de chaque face. Jusque-là, pas trop compliqué. Un tout petit peu plus technique. Vous prenez la pyramide qui est faite avec un sommet et les 3 faces qui sont adjacentes. Et une sur 2, vous mettez un atome au milieu. D'accord, mais c'est une pyramide qui est construite par les extraterrestres ou une pyramide normale ? Une pyramide d'atomes. D'accord. Donc un tétraèdre sur 2, c'est ce qu'on appelle une blinde. Et donc c'est des pyramides à 3 faces, puisque ce sont des tétraèdres. À 4 faces. Oui, mais enfin, par rapport à la pyramide de Gizeh, je veux dire. Oui. Donc c'est pas des pyramides d'extraterrestres. C'est bon, on a la solution. C'est des D4, quoi. Exactement, c'est des D4, voilà. Ça, c'est la structure du carbone, enfin du diamant, donc c'est que du carbone. Hein. Et déjà en 1892, on a un chimiste qui est assez célèbre, qui s'appelle Henri Moissan, donc un Français. Enfin, c'est célèbre dans le milieu du diamant, quoi. Et des chimistes. Henri Moissan, qui en fait formule des théories sur la synthèse du diamant. C'est pas n'importe qui, hein, Henri Moissan. En 1886, donc quelques années avant, c'est le premier à avoir isolé le fluor. Ah ouais. Donc c'est en gros c'est toute cette époque où on commence à isoler les différents éléments. C'est un peu une sorte de nouvel âge scientifique. Hein. C'est Marie Curie, c'est 1905, je sais plus si c'est 1905 ou 1906, les 3 articles d'Einstein. Ouais, oui, c'est à peu près là. Enfin voilà, on est dans une sorte de grand boom et de nouvelle compréhension. C'est la naissance de la chimie. Ouais, la chimie et la physique moderne, quoi. Exactement. Donc on est dans ce bouillonnement scientifique. Et en fait, Moissan, lui, il va réussir à faire des carbures métalliques. En gros, c'est comme des diamants, sauf que c'est pas que des atomes de carbone. Tu remplaces quelques atomes de carbone par des atomes de métaux. Donc par exemple, il va faire du carbure de silicium.
Et ça fait quand même un cristal, enfin c'est joli. Et ça fait des cristaux qui sont relativement jolis. Le carbure de silicium, par exemple, on appelle ça la moissanite. En l'honneur de Moissan. Ah ouais. Le carbure de bore, par exemple, alors lui, il est plutôt utilisé dans l'industrie parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que le diamant. Ah ouais. Oui. Je crois que le diamant, c'est un des trucs les plus durs au monde. C'est un des trucs, mais en fait, quand tu joues un peu avec la structure et la composition du diamant, tu peux arriver à faire des choses qui sont un peu plus dures et que tu peux fabriquer et qu'on sait fabriquer en laboratoire. Ouais. Plus facilement, en tout cas à l'époque. Et lui, il va prétendre avoir fait du bort aussi. Donc, Oui, c'est donc cette poudre de diamant. Mais ça n'a jamais été vérifié. D'accord. Et le moine, en fait, lui se présente comme un disciple de Moissan. Donc il a un peu des... Ouais, il a un CV qui est bien... Ouais, fourni, c'est pas n'importe qui. Alors, donc là, on a parlé un peu du contexte. Un peu de contexte aussi, Werner. Donc notre ami de la Debers. Donc Werner, lui, il est né en 1850 en Allemagne. Mhm. Et il est allé en 1869, il est venu en France. Mhm. Alors c'est pas trop bohème, hein. Ils étaient très. Tu veux dire avec l'armée? Non. Il est venu en 1869 en France pour apprendre et perfectionner son français. Mhm. Et du coup, pas de bol. Il y a une guerre, bon. Un an plus tard, il y a la guerre. Il est enrôlé dans la cavalerie allemande. Ça lui plaît pas trop. Le casque à pointe, Le casque- ça non. lui va mal. Ça lui va mal, c'est pas trop son truc. Bon, revenir à Paris après. Disons que Paris, c'est pas la ville la plus chouette en 1870-71. Déjà, de toute façon, puis surtout quand t'es allemand, peut-être. Exactement. Donc, il part à Londres. Et là, il va devenir une sorte de petite main dans les banques, ce qu'il avait déjà fait un peu à Paris pour apprendre le français. Là, il va rencontrer un homme qui va changer un peu sa vie, qui s'appelle Jules Porges. Jules Porges, il va l'employer et à un moment, il va l'envoyer en Afrique du Sud. Donc en novembre 71, il va lui dire « Tu pars en Afrique du Sud, tu vas me représenter dans le business qui est en train de naître, le business de diamants. » Parce qu'en fait, en 68, on a trouvé des diamants dans une rivière d'Afrique du Sud qui s'appelle la Val. Mhm. On a trouvé ces premiers diamants en 68. En 71, il y a 10 000 chercheurs de diamants. C'est un peu la rue vers l'or, mais... Exactement. Et dans cette vallée de la Val, il y a les frères Debers. Donc les frères Debers, ils ont acheté un terrain dans le coin. Bon, ils ont un peu de bol, hein, parce que ils l'ont acheté 50 livres. En gros, 3 ans après, ils leur vendent 6 000 livres, il me semble. S'ils avaient attendu 2 ans de plus, il valait plusieurs millions. Hein. Ah oui, donc ils ont un peu de chance, mais ils ont pas de nez creux non plus, quoi. Enfin... Oui et non. En fait, ils vont s'associer, finalement, avec notamment un aventurier anglais qui s'appelle Cecil Rhodes, qui va devenir, la Rhodésie, qui va devenir un mec important. Et ils vont commencer à racheter les concessions qu'il y a autour d'eux. Et en fait, c'est un petit jeu où ils sont à plusieurs. Parce qu'il y a donc les Debers avec Cecil Rhodes qui rachètent des concessions. Mhm. Il y a notre ami Werner, qui est aussi en Afrique du Sud, et qui va se mettre à racheter des concessions aussi pour le compte de son patron. Ouais. Et on a un troisième qui s'appelle Barnato, qui fait la même chose. Finalement, ces trois-là, ils vont se mettre tous ensemble. Ils vont se dire, mais attends, Mais attention, on se met tous ensemble. on a un monopole. On a un monopole, exactement. Et ils vont fonder la Debers Mining Company Limited. Ouais, ils ont bien lu Adam Smith et ils ont dit, ouais, monopole. Et voilà. Donc en fait, ils ont un monopole. Et en gros, tous les diamants qui sortent d'Afrique du Sud passent par eux. Ça doit être bien. Et ce qu'ils vont faire, c'est que, en plus d'avoir cette filière unique du diamant, ils vont faire des accords avec des syndicats d'acheteurs. De l'autre côté. C'est pour verticaliser un petit peu la chose, quoi. En fait, ils vont faire des accords avec des syndicats d'acheteurs qui s'engagent à acheter toujours une certaine quantité à un certain prix. Donc en fait, ils régulent complètement le marché du diamant. Il faut un peu l'OPEP, quoi. Mais pour le diamant. Exactement. Ils font l'OPEP et ils s'assurent comme ça de garder des coûts, des cours du diamant relativement élevés en contrôlant toute la production. Mhm. Plutôt cool. Ouais, ça va. Je pense que tu as des revenus un peu réguliers, puis Oui. tu peux les choisir. C'est ça. Et en 1898, donc Porges, lui, se retire des affaires, parce qu'il est un peu vieux, et donc il va revendre ses parts à Werner, et c'est là que Werner devient gouverneur à vie de la Debers. Ok. C'est plutôt une bonne affaire. Hein. Ouais. Ils sont plutôt contents, Il tous ces regrette Anglais. pas son petit voyage en Afrique du Sud. Voilà, sauf que 1899, entre 1899 et 1902, c'est la seconde guerre des Boers. Ah oui. Donc les Boers, c'est les paysans d'Afrique du Sud qui sont plutôt d'origine néerlandaise, Mhm. qui se battent en gros contre les L'Empire occupants britanniques. Ouais. Voilà. Et là-dedans, Cecil Rhodes, qui a des intérêts chez les Debers, en fait, c'est un peu lui qui fout la merde.
C'est lui qui provoque la guerre, tu vois. Il provoque un peu la guerre et surtout il va pousser beaucoup en Angleterre pour que l'Angleterre s'investisse dans cette guerre. Parce qu'il y a des mines à protéger. Bah ouais, dis donc les gars. Voilà, et il va mettre en fait toutes les ressources de l'Empire au service de la Dobers. Et il va mettre aussi les ressources de la Dobers au service de la guerre. Ouais. C'est un moment où se brouillent un peu les intérêts patriotiques et... Comme ça arrive rarement dans l'Empire Voilà, mais lui, britannique. à ce moment-là, je crois qu'il est gouverneur d'Afrique du Sud. Ah, en plus. En plus, bah. Ouais, ouais. Et donc, c'est là où on va commencer à avoir l'image de la Dobers comme des capitalistes de guerre. Ouais, parce que ça ressemble un petit peu à nos histoires de Compagnie des Indes orientales. Ce que tu Oui, nous racontes là. c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Deuxième problème. Bon, la guerre se passe. Ils arrivent à rester, en tout cas, à garder leur mainmise sur le marché du diamant. Deuxième petit problème, c'est qu'ils commencent à avoir un problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les diamants, au début, tu les ramasses dans la rivière, et puis après, il faut creuser. Ouais. Et il faut creuser de plus en plus profond. Uh-huh. Et avec les guerres et tout ça, et la dureté du travail, il y a de moins en moins d'hommes. Donc, ils vont essayer de résoudre ce petit problème de main-d'œuvre. Pour ça, ils ont une idée, c'est que en Europe, il y a quand même un pays qui est hyper pauvre à l'époque et qui envoie des immigrés un peu partout, c'est l'Italie. Donc, ils vont aller voir les Italiens en disant, ils vont aller voir l'ambassadeur d'Italie. Tu nous enverras pas des mecs, on a du boulot pour eux. On va les payer, on te jure, on les paye. En fait, c'est ça le problème. C'est que même quand t'es un capitaliste sans vergogne, il y a quand même des bornes que tu peux pas dépasser, quoi. En tout cas, tu peux difficilement envisager de payer des Italiens, donc des Blancs, au prix où tu payes des Noirs, quoi. Ouais, à l'époque, je comprends. Donc ça pose un peu problème. Solution, les Chinois. Tu trouves une autre couleur. Exactement. Donc ils vont faire venir des coolies. Ah, bah oui, ouais, je me bien. On a déjà un peu parlé des coolies, il me semble que c'était en Jamaïque. En Jamaïque, ouais, qui a été beaucoup peuplée de coolies, dans les colonies françaises en Afrique. Voilà, alors en général, les coolies, ils viennent pour faire de l'agriculture. L'Afrique du Sud, c'est un cas un peu à part, et en fait, on va mettre les coolies dans les mines de diamants. Oui, bon, un coulis, ça fait un peu tout. Hein. Pendant les colonies françaises, ils ont construit un train. Entre 1904 et 1907, ils vont en faire venir 64 000. Oui. Ce qui va pas être très bien vu dans l'opinion publique, parce que, on est dans des conditions de travail, Oui. à la fois des conditions de travail et des conditions de paye, qui sont proches de l'esclavage, hein, on va pas se mentir. Un petit peu comme donc dans les colonies françaises, on en avait déjà. Et surtout que tu ramènes des Asiatiques, des Chinois, dans un endroit où t'as déjà une sorte de melting pot entre les Britanniques, les Boers, les locaux, qui est un peu explosif. Ouais. On va dire l'Afrique du Sud, un peu plus tard, enfin voilà. Oui, ça va mal tourner. Mais ils sont tous, ils sont pas indiens aussi, un peu les coulis? Alors eux, en l'occurrence, il me semble que c'est des Chinois qu'ils envoient. Non, ouais, parce qu'il y avait une grosse communauté indienne après en Afrique du Sud. Ah, peut-être. Au début du XXe siècle, Gandhi, il a commencé sa carrière en Afrique du Sud. Eh ben écoute, peut-être moi il me semble. Moi j'ai lu que c'était principalement des Chinois, mais Oui, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y avait quelques Indiens. Hein. C'est grand l'Afrique du Sud. Et donc en gros, en Angleterre, c'est pas très bien vu, mais c'est tellement, enfin à la fois c'est légal. Et puis ça rapporte. Et ça rapporte tellement que même le jeune secrétaire d'État aux colonies de l'époque, un certain Winston Churchill, il peut pas y faire grand-chose. Hein. Et les coolies, à un moment, il leur dit « Mais si vous voulez, on vous rapatrie ». Les coolies, non, on est payé au moins ici. Pas beaucoup, c'est dur, mais on est payé. En même temps, vous avez ravagé notre pays avec 2 guerres il y a 20-30 ans, donc bon. Donc, la Dobers, elle a fait face à 2 menaces, en fait. La première, c'est la guerre. La deuxième, c'est le manque de main-d'œuvre. Et la troisième, en fait, c'est le moine. Ah oui, si on crée des diamants. Oui, parce que si tu crées des diamants artificiels, ça commence à poser des problèmes. Ouais. D'abord, ça peut faire baisser le prix. Et deuxièmement, ça peut mettre à mal leur business model. Bah ouais, t'as plus besoin des mines, t'as plus besoin des coulisses, t'as plus besoin et surtout, ils contrôlent plus le cours. Ouais. Si la technologie tombe dans les mains d'un de leurs concurrents, qui est un des petits concurrents qui restent. Si quelqu'un d'autre se lance là-dedans, ils contrôleront plus et ils seront plus les maîtres de toute la filière. Donc, pour eux, c'est important de contrôler, de mettre la main, voire si possible d'étouffer la technologie. Et donc, le 5 mai 1905, ils font un accord. Donc là, Dobers va investir dans la technologie de Lemoine pour lui permettre de continuer à la développer. Et en échange, il va leur donner
50% des bénéfices. Mhm. Et il va mettre sa recette, la recette physique de comment il fait les diamants, sous pli, scellé, dans un coffre, dans une banque de Londres. Ils font le pari du secret industriel. Exactement. Ok. Exactement. Donc ça, c'est le 5 mai, ils font l'accord. Le 12 mai, il les amène chez lui dans son laboratoire parisien Mhm. et il leur montre comment il fabrique du bort. Mhm. Donc c'est première étape. Donc là, on est en mai. En septembre, devant Werner et Beit, donc B-E-I-T, c'est un autre Allemand, un ami de Werner. Ils se sont rencontrés en Afrique du Sud au tout début de leur arrivée en Afrique du Sud. Ils ont fondé une société ensemble et depuis, Beit est devenu aussi gouverneur à vie de la De Beers. Parce que, bon. Voilà, non, mais, c'est tout le Donc, petit c'est noyau de gens au départ qui l'ont fait. Et devant ces deux mecs, qui savent un peu de quoi ils parlent quand même, notre ami Lemoine va produire des diamants. Ah. Donc il produit des diamants, les diamants vont être analysés à Londres. On va dire, on dirait des vrais. On dirait des vrais, et en gros ils sont de très bonne qualité. Mhm. Ça avance quand même super bien, sauf que en juillet 1906, la De Beers ne veut plus financer la technologie, et se retire. Ah ouais. Alors il se retire, Lemoine, lui il dit bon, c'est pas grave, j'ai besoin que de leur argent finalement, Ouais. mais aussi maintenant j'ai une lettre d'intérêt. En gros, quand je vais aller voir des financeurs, je peux leur dire, les mecs, j'ai été quand même, tout le début était financé par la De Beers. Ouais, ça va, ça pèse un peu, quoi. C'est dire si je suis crédible. Ouais. Et donc, il va continuer à la développer et il arrive à lever des fonds. Le problème, c'est que ça fait peser une menace sur la De Beers. Mhm. Et Lemoine, lui, il en est aussi conscient parce que lui, il sait que s'il communique, il va faire baisser le cours de l'action De la De Beers. de la De Beers. Et il commence à se dire, mais est-ce que ce serait pas un moyen de financer mes travaux? De faire baisser le cours de l'action de la De Beers De faire un coup de bourse contre la De Beers. contre la De Beers. Il est couillu quand même, hein, parce que les mecs, ils ont provoqué une guerre à un moment donné, donc... Exactement. Du coup, fin 1907, la De Beers porte plainte pour escroquerie. Et le 11 décembre 1907, notre ami Lemoine est arrêté. Bon, c'est déjà, il l'arrête, il l'assassine pas. Exact. On est en France. Hein. Ouais, et alors En fait, eux, ils sont pas complètement chez eux. Ouais, d'accord, mais enfin... Voilà. Donc, notre ami Lemoine, il est face au juge, donc un petit juge qui s'appelle le Poitevin. Lui, il se démonte pas. Devant le juge, il dit, ok, je vous propose un truc. Moi, ce qui est important pour moi, c'est à la fois de continuer mes recherches, mais de vous montrer aussi que je suis pas un escroc. Ça fait partie de ma défense. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me nommez 5 experts, et d'ici 2 mois, devant eux, je produis des diamants. Mais donc il leur faut de l'oseille aussi, il lui faut de l'oseille aussi. En fait, il a déjà été capable de produire des diamants. Ouais, mais... Et du coup, le premier truc, c'est que le 17 janvier, le juge reçoit des retours d'un expert qu'il a mandaté pour aller voir ce qui reste du laboratoire parisien. Parce qu'en fait, avec l'argent de la De Beers, il est en train de construire une usine du côté d'Argelès. Donc son laboratoire est un peu en train d'être déménagé. En gros, les experts regardent le matériel et disent non, ok, ça a l'air legit. Ouais, ça a l'air legit. Donc le juge commence à se dire peut-être. Problème, le 30 janvier, on a des négociants qui viennent voir le juge en disant non, mais en fait les diamants qui ont été produits, c'est pas des diamants artificiels, c'est les nôtres. La première fois que... Ouais. D'accord. Alors ça pose quand même quelques problèmes parce que ça contredit un peu les experts de la De Beers. Il y a quand même quelques questions aussi sur le fait que des négociants qui voient passer des milliers de diamants, est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire la différence entre un diamant artificiel en fait, de reconnaître un de leurs diamants, parce qu'ils disent c'est... Ouais. Ouais, c'est nos diamants, ouais. Enfin, tu vois, y a pas... Ils ont pas une database... Ils ont pas encore le marquage laser, parce que maintenant il y a des marquages laser. Oui. Mais là, non. Et notamment, les experts de la De Beers ont dit que c'était presque des vrais. Oui, j'ai noté le presque. Qui avait quelques caractéristiques qui étaient différentes des diamants habituels. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la pression de côté de la De Beers, quoi? Parce que bon, les négociants de diamants... Oui. A priori, vu qu'ils ont un monopole, les autres... Du coup, le juge, le 3 avril, il libère Lemoine sous condition et lui dit « T'as 2 mois pour fabriquer des diamants. Donc 3 avril, il est libéré. Le 2 juin, Lemoine lui dit « J'y suis presque, il me faut une semaine. Le 9 juin, il lui dit « Bon, j'y suis presque, il me faut une semaine. » Et le 16 juin, il a disparu. Il a disparu de la circulation, mais il envoie une lettre au juge en disant «
Bon, tout se passe pas comme prévu, mais je vous promets, dès que j'arrive à faire des diamants, je reviens vous voir et je vous les envoie, quoi. Ouais. Bon, le ministre de la Justice, qui est donc Aristide Briand à l'époque, Oui. se dit, dis donc, monsieur le juge, Tu te serais pas fait avoir là parce que bah non, mais surtout, tu l'as libéré. tu l'as libéré et il s'est barré, quoi. Oui. Et en fait, quand on regarde un peu les choses, pourquoi est-ce que le juge l'a laissé partir? Bah, il y a une explication en fait à cette légèreté-là. C'est que finalement, on a retrouvé des traces de pression sur lui de la part, non pas de la Dobers, mais du syndicat des joailliers. Attends, de pression sur le juge? Oui. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'histoire, en fait, elle est connue du public. Il y a eu des articles, il y a eu... Et comme l'histoire est connue du public, les gens se disent, mais en fait, on va bientôt avoir des diamants artificiels. Donc on va avoir des diamants moins chers. Donc on va avoir des diamants moins chers. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens achètent plus de diamants. Les gens achètent plus de diamants, ils attendent les diamants synthétiques, les stocks augmentent, il n'y a plus de recettes du côté des joailliers. Bref, eux, ils sont dans la merde. Les joailliers. Et puis, du coup, les joailliers, ils étaient quand même aussi un peu pris à la gorge par la... Bah oui, parce que eux, ils sont engagés à acheter une certaine quantité. En tout cas, leur syndicat s'est engagé à acheter des certaines quantités à certains prix. Donc, eux, ils sont dans la merde. Et donc, ils font pression sur le juge. Ouais. Et en gros, toute l'idée, c'est te parier sur le fait que le moine ne va pas y arriver tout de suite. Et donc, ils utilisent ça dans la presse pour dire « Non, mais vous voyez, c'est un escroc. Ouais. » Et du coup, les affaires reprennent. et du coup, tout le monde respire un peu. Ouais, tout le monde est content, sauf le moine. Voilà, sauf lui qui est toujours un peu dans la merde. Entre-temps, la justice anglaise fait ouvrir le coffre. Ah oui, avec avec la recette. Et là encore, on va utiliser la simplicité de cette recette pour, en fait, utiliser ça contre lui. Pour dire, non mais attendez... c'est trop simple. C'est trop simple, c'est pas possible. Ok, tous les termes chimiques, ça veut dire quelque chose, mais c'est trop simple, ça peut pas marcher comme ça, quoi. Sauf que le public, lui, de plus en plus, est derrière le moine. Bah ouais, c'est le petit contre les gros, c'est normal. En fait, c'est quand même l'histoire du petit chercheur français génial qui est en train de faire la nique aux multinationales anglaises. En plus, donc oui. Ça nous rappelle quelqu'un aussi aujourd'hui, hein. Ah ouais, enfin, sauf que l'autre, pour le coup, bon bref. Ouais. Et en plus, dans la presse, l'intérêt, il est piqué, notamment par une série d'articles, qui est une série d'articles pastiche. C'est-à-dire, c'est l'histoire racontée à la manière d'eux, en usurpant le style de plein d'auteurs connus, et qui termine avec le style des frères Goncourt en disant c'est une supercherie. Et c'est une série d'articles qui sera publiée un peu plus tard, d'un jeune auteur. C'est un peu ses premiers articles, qui s'appelle Marcel Proust. Ah ouais. Et ce sera édité plus tard, hein, une fois qu'il a... après la recherche. Voilà, après tout ça, ce sera édité en 1919, sous le titre de Pastiche et mélange. Sauf que, bon, à l'époque, Proust... Oui, il n'est pas connu, quoi. Il n'est pas connu, mais c'est pas non plus n'importe qui. Ah ouais. Bah Proust, c'est pas un petit bourgeois... Je connais absolument rien à Proust. Bah, en fait, Proust, il est riche. Ouais. C'est un dandy, en fait. Ouais, d'accord. Dès le départ. Et notamment, il a des actions par son oncle. Des actions de la Dobers. Ah, donc dans l'histoire, il a perdu l'équivalent de 115 000 euros. Ah ouais, quand même. ça doit piquer un petit peu. Voilà, du coup, on n'a pas le moine, on le juge. Bah, il se défend pas, hein, oui, forcément. Il est condamné par contumace en 1909. Mais il va être arrêté à Paris le 14 avril 1909. Juste après, ouais, exactement. Donc, on le rejuge. Ouais. Le 18 mai, va s'ouvrir son nouveau procès. Alors lui, il va trouver un avocat qui croit en lui. Un avocat qui s'appelle Fernand Laborie. Alors Fernand Laborie, c'est un avocat qui est un peu connu parce que ça a été l'avocat de Dreyfus. Ah oui, oui. Effectivement, il doit être un peu connu à l'époque. Donc à l'époque, il est un peu connu. C'est dû pour Moretti, quoi. Ouais, c'est un peu. Et ce qu'il va lui tenter, établir, c'est que finalement, Werner a voulu contrôler toute la technologie, voire l'utiliser pour réaliser lui-même des coups de bourse grâce à ses actions de la Dobers. Et que finalement, tout ça, c'est la multinationale qui étouffe, qui veut étouffer la technologie. Les avocats de l'industrie, eux, vont quand même réussir, par des astuces rhétoriques, à faire condamner le moine. Il va être condamné à 6 ans de prison. Ah ouais, quand même. 6 ans de prison, c'est confirmé à un appel en 1910. Hein. Donc 6 ans de prison en 1909 ou 1910, ça veut dire que tu sors
au milieu de la Première Guerre mondiale. Et là, on perd sa trace. Ouais. On ne sait pas ce qu'il devient après. Voilà, et Werner, lui, va mourir en 1912. Donc c'est un peu l'histoire de comment une multinationale, en fait, réussit à étouffer... Enfin, c'est l'histoire du moteur à eau, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai... Enfin, moi, j'allais comparer ça avec les mecs qui font du biogasoil avec des algues ou Oui. des trucs comme ça, ils font des gasoils dans des cuves. Ou de temps en temps, comme ça, tu lis un article de journal, des chercheurs de tel endroit ont réussi à produire du pétrole à partir d'algues ou à partir de levures ou de je ne sais quoi. Et puis, pouf, Et puis plus rien. ça n'arrive jamais. Si on s'intéresse quand même à notre ami Lemoine. Lemoine, lui, il est né le 20 octobre 1878 à Trieste. Donc à l'époque, Trieste, c'est l'Empire austro-hongrois. Son père est consul. Et lui, il sait pas trop quoi faire. Il va commencer par être dessinateur dans une marbrerie. Il va essayer l'armée. Bon, lui, pareil, l'armée, ça le convainc pas trop. Et il va devenir courtier dans la pub à Paris. Mais apparemment, il est vite licencié. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est assez vite licencié. Et un jour, notre ami Lemoine, il passe devant une maison à Paris en travaux. Et il se dit, tiens, maison en travaux, palissade, pub. Enfin, des espaces pour mettre de la pub, quoi. Ouais. Et donc, il va aller voir une agence de pub qui s'appelle Dufayel. Il va aller voir en disant, dites donc, j'ai des espaces de libre sur des palissades, sur ma maison qui est en train d'être mise en travaux. Je vous propose d'afficher là. D'accord. Dufayel dit, ok, en échange de 400 francs. Donc, je vous donne 400 francs, et voilà. Et assez vite, il va être démasqué. Hein. Ouais. Mais donc, il rend l'argent. Ah, donc malhonnête, mais pas trop. Il rend l'argent et il dit, en revanche, je vous rends l'argent, donc vous me faites un reçu. Et malin, ce reçu qui dit l'agence Dufayel a payé à Henri Lemoine 400 francs. En fait, il va aller l'utiliser pour dire, attendez, moi, oui, je suis un courtier légite. Regardez, ça c'est un des derniers paiements que m'a fait l'agence de pub. Ouais, donc c'est un peu le long game en fait qu'il était en train de jouer là. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour financer ses travaux en utilisant l'intérêt de la Dobers. Ouais. Il va aussi récupérer auprès d'imprimeurs qu'il connaît du papier en tête de cette fameuse entreprise Dufayel. Et puis grâce à ça, il va aller arnaquer des gens. Des banques sur des prêts. Et puis des gens qui va dire, il va se faire passer pour un intermédiaire, des trucs comme ça. Il va quand même, entre 1898 et 1900, il va quand même arnaquer l'équivalent, 104 000 francs. C'est-à-dire l'équivalent de 400 000 euros. Ouais, quand même. Ah ouais, mais il a été chimiste quand même à un moment donné. Et donc tout cet argent, bien sûr, hein, il l'utilise à bon escient, au casino. Non, mais en même temps que ça, il travaille aussi avec un certain Maurice Koechlin, qui lui est un chimiste qui tente de fabriquer du bord. D'accord. En gros, il lui dit, mon voisin, il traîne un peu, il sait pas quoi faire, je vais le prendre comme assistant. C'est plutôt Koechlin, c'est plutôt un coup de pouce qu'il lui donne. Henri va bien le récompenser en lui volant de la poudre qu'il fabrique, donc qui n'est pas du bort, mais de la poudre noire. Il va aller voir notre ami Feldenheimer, le négociant. Le négociant. Donc c'est la première fois qu'ils se rencontrent en disant hey, regarde, je sais faire du diamant. Et donc l'autre lui dit reviens quand tu auras du bort et on en reparle. Entre-temps, il est arrêté pour ces histoires d'affiches publicitaires. Et il est condamné à 4 ans de prison, il en fera que 2. Alors ce qui est malin de sa part, c'est que la deuxième fois qu'il sera arrêté, il changera sa date de naissance. Et comme ça, on retrouvera pas la date de la première arrestation. Ouais, c'est ça, parce que je me disais, attends, la 2 Bort, ils auraient dû... non, en fait. Ouais. Il dit, non, c'est pas moi. C'est un autre, Lemoine, il y en a partout. Il y en a partout. Et en prison, notamment, il va lire pas mal de bouquins. Alors, il n'y a pas de bouquins techniques, mais il va lire un livre de Jules Verne qui s'appelle L'Étoile du Sud. En 1904, il crée un laboratoire. Enfin, il achète le matériel de laboratoire, qu'il va pas vraiment utiliser. Hein. Mais il va l'installer, bien. Il va l'installer. Et du coup, pourquoi est-ce que le contrat entre la Dobers et lui s'est arrêté ? C'est parce qu'à un moment, Dobers lui a tendu une sorte de piège et a mis dans son creuset un diamant à lui. Et en fait, qu'est-ce qui en est ressorti ? Le même diamant à lui. Ouais, d'accord. En fait, l'usine qu'il était en train de construire, en fait, il a juste construit un petit labo dans un hangar et tout le reste est vide. Quoi. Il a pris plus de 2 millions à la... Donc en tout, il aura récupéré l'équivalent d'une dizaine de millions d'euros. Tranquille. Et sa recette, quand même, en gros, si tu retires un peu tout le verbiage de chimiste, c'est tu prends de la poudre de charbon de sucre. Donc le charbon de sucre, c'est une friandise espagnole.
D'accord. que tu mets dans un four, tu fais cuire à 1500 degrés et hop, t'as un diamant. Et les mecs qui se sont fait berner par ça, les types qui ont ouvert le coffre, là? Bah, non, les mecs ont dit, bah, c'était débile. Ah oui, non, parce que tu sais, les types, ils ont dit oui, ça a l'air trop facile, ça a l'air... Bah oui. ça, on dirait de la chimie, mais ça a l'air trop facile. Bah, en fait, là, Ouais. je résume, mais effectivement, il a beaucoup enrobé tout ça, quoi. D'accord. Donc c'était bien un escroc. Donc c'était un escroc. Mais ils étaient quand même sur le point de vraiment fabriquer des diamants artificiels, parce qu'on en fabrique maintenant. Alors, on en fabrique. Les diamants artificiels, les vrais diamants artificiels, ça date de 1953, Ah ouais. qui sont plus des diamants industriels. On commence à savoir faire des diamants pour la joaillerie, qui restent des petits diamants. C'est-à-dire les petits diamants de parure. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Il y a quelques startups qui sont montées autour de la fabrication de diamants. D'ailleurs, la Debers a aussi une filiale de diamants synthétiques aujourd'hui. Bah oui, forcément. Je trouvais ça assez drôle de voir qu'on pouvait assez facilement en fait monter l'histoire. Ouais. Mais c'est marrant parce que ça fait très scénario de Mission Impossible. Enfin, pas Mission Impossible, mais genre l'affaire Thomas Crown, tu vois, ou... Du génie qui se fait battre par la multinationale sans pitié, quoi. Ouais, qui est en fait un escroc depuis le début. Bah en fait qui est un mec qui a eu les couilles d'aller escroquer. Ouais, elle a une grosse compagnie, quoi. Mais ça fait vraiment, enfin, tu vois, tous les films d'espionnage industriel, d'arnaque, trucs comme ça, enfin là, c'est ça, quoi. Ouais, bah ouais, donc c'est notre ami Henri Lemoine. Voilà, un des plus grands escrocs français. Comme quoi, hein, en Hein, France, on n'a pas de ça- diamant, non, mais on a des idées. Voilà, non mais du coup il y a aussi tout cet engouement médiatique en disant non mais Ouais. regardez les Anglais qui essayent de nous piquer notre Notre petit génie. notre petit génie de la chloroquine. Enfin, Oui, effectivement, là, je vois vachement plus le parallèle entre le petit génie escroc. Il avait les cheveux longs aussi, le moine. je sais pas, Henri Guido Lemoine, parce qu'il est né à Trieste. Voilà, donc ça c'était l'histoire des diamants. Et ce que je te propose, c'est qu'on finisse sur un petit jeu. Vas-y. Parce que je suis tombé sur un petit article Wikipédia Mhm. qui m'a fait un peu halluciner. Et en fait, cet article, c'est les 10 franchises médiatiques qui rapportent le plus. Enfin, Ok. en fait, la liste de toutes les franchises médiatiques qui rapportent le plus. Ouais. Donc là, on parle films, livres, jeux vidéo, produits dérivés, tout confondu sur une franchise. Ok. Et je me demandais si tu étais capable de trouver les 10 premiers. Bon, il doit y avoir Star Wars quand même dedans. Alors, Star Wars est 5e. Ah, je sais pas qu'il y en avait 5 au-dessus. On estime à environ 70 milliards de revenus pour Star Wars. Marvel, je suppose aussi, du coup. Alors, le Marvel Cinematic Universe est, si je ne me trompe pas, 10e. Ah ouais, mais attends, le Marvel Cinematic... Oui, mais Marvel, il y a aussi 50 ans de comics. Enfin, qu'ils ont peut-être pas rapporté tant que ça, mais... Avec 35 milliards. Et un peu plus loin, t'as quand même un truc qui est pas dans Marvel, qui est pas dans le Marvel Cinematic Universe, mais t'as Spider-Man, Tout seul. tout seul, Bah si, 29 maintenant, milliards. il y est dans le MCU. super. C'est vrai. Mais donc, Spider-Man, 29 milliards. Donc Ok. même à deux, ça fait pas, tu vois, c'est... Ouais, ça fait moins que les 70 milliards de Star Wars. Exactement. Donc, il est 5e, ça veut dire qu'il y en a 4 au-dessus de Star Il y Wars. en a 4 au-dessus de Star Wars. Des franchises. Et là, ça peut être de la télé-réalité et des trucs comme ça. Ça peut être de la télé-réalité, ça peut être... En gros, il faut penser personnage iconique, il faut penser... Mario. Alors, Mario est dedans. Mario est 9e. 38 milliards pour Mario. Ok. James Bond. Non, il est pas dedans. Je le vois pas dans les tout premiers. Pokémon. Pokémon, c'est le premier. Oh. Pokémon, c'est la plus grosse franchise. Pokémon, 95 milliards de revenus, Oh la vache. dont 64 milliards en produits dérivés. Ouais, bah ouais. Enfin, en même temps, c'est 20 quoi milliards le... jeux vidéo et 11 milliards jeux de cartes. Ouais, mais c'est quoi le produit de base de Pokémon? C'est le jeu vidéo. Il y a pas le manga qui arrivait avant? Parce Non. que c'était un dessin animé. Pokémon. Le manga est venu après le premier jeu sur Game Boy. Ah ouais. Donc Pokémon, c'est la plus grosse franchise Ouais, bon, en même temps. qui ok. existe. Attends, il doit y avoir... Et Dragon Ball, non? Non. Alors Dragon Ball, il est bien plus bas. Ouais, Il ouais. est genre 15e. Ouais. Juste au-dessus de Barbie, si tu veux. Ah, voilà, Barbie, tiens, j'avais pas Ouais, pensé. voilà. Et juste en dessous de Barbie, avec 22,5 milliards, il y a Ken le survivant.
Je pensais pas que ça allait rapporter autant d'argent qu'elle ne Mais voilà, mais en fait, parce qu'on pense pas assez au Japon. Ouais, c'est pas faux. Bah donc du coup, il doit y avoir Yu-Gi-Oh! Ou Final Fantasy ou des trucs comme ça. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Ah ouais. Bah attends, parce qu'on a entre 1 et 5, il me manque 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a la WWE? Pas, non, Pas pas de dans catch. ce... Enfin, en tout cas, pas dans le haut du classement. D'accord. Ah, donne-moi des indices un petit peu. Alors, bah, il y a... le deuxième est japonais. Sonic? Non. Alors, le deuxième, c'est un peu étrange, parce qu'en fait, on n'associe pas ça... C'est plus un personnage que... Hello Kitty. Exactement. Ouais, ça m'étonne pas, il y en a partout des Hello Kitty. Et ensuite, troisième et quatrième, c'est Disney. Bah de Mickey. Ouais, Mickey qui est quatrième. Ah la vache. Mais il y a une autre franchise de Disney qui est troisième. Et alors, attends, une franchise qu'ils ont achetée il y a pas longtemps ou une franchise Une franchise 1924, hein, le début. Et c'est Blanche-Neige? et c'est non. Et c'est celle-là qui, moi, j'ai trouvé la plus dingue. Attends, 1924? Non, 1900, ouais, c'est avant Blanche-Neige en plus. Je sais pas. C'est Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, c'est le troisième donc Ouais. qui rapporte le plus d'oseille dans le monde. Exactement. Ça rapporte plus que Mickey, plus que Star Wars. Tout ça pour mettre en scène le président de la Chine. Exactement. Et si tu veux la suite, donc le sixième, c'est une franchise japonaise qui s'appelle Anpanman, que je ne connais pas. Non. Voilà, de 1973. Les princesses Disney. Ah, tout ensemble, les princesses Disney? Ouais, tout ensemble. Enfin, en fait, à partir de la série, il y a une série animée Princesse Disney. Et donc, à partir de là, bah, elles sont donc septième. Huitième, les Comics Jump. Donc, en fait, c'est Jump Comics, c'est une chaîne de manga. Ah ouais, ok. Donc, qui ont lancé tous les mangas connus. Hein. D'accord. Puis Mario, puis Marvel, puis Harry Potter. Ah ouais. Et après Harry Potter, les Transformers, Spider-Man, Batman, Gundam et Dragon Ball. Ah ouais. Je me trouvais ça assez drôle de se dire, quand on pense aux franchises qui rapportent le plus, On pense pas à Winnie l'ourson. Ouais, on pense pas à Winnie l'ourson. Mais Winnie l'ourson, eh ben, c'est pas qu'un pot de miel qu'il a. Et puis depuis 1924 en plus. Depuis... Donc, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a Sesame Street là-dedans? J'ai pas cherché, mais il y a plein de trucs. Hein. Après, Sesame Street, c'est une fondation, donc c'est censé être à but non lucratif. C'est un peu spécial. Donc si ça vous amuse, allez regarder ça, il y a tout. Après, quand on va au bout, on trouve Friends, Final Fantasy, FIFA. Et alors, la première franchise française, c'est Fantomas, avec $2000. Voilà. Eh ben, on a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Et donc, placez-nous dans les franchises qui rapportent le plus. La première franchise française, la confiture. Exactement, la confiture. Grâce à tout votre soutien, grâce à vos votes, grâce à vos recommandations, grâce à vos avis, grâce à vos étoiles, grâce à vos partages. Voilà, nous on était hyper contents de se retrouver. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et on va continuer de se retrouver alors, Bah, tant qu'on a le droit. tant qu'on a le droit. À la prochaine fois. À la prochaine fois.